sa famille. Et puis aujourd'hui, c'est surtout une race menacée. Il reste à peu près 150 mères. Donc voilà, il y a un vrai risque de voir disparaître la race. Cette notion menacée, c'est pour nous important dans notre développement aujourd'hui d'agriculture biologique. Alors tu parles de nous, ça m'intéresse parce que là, tu peux pas être et au four et au moulin. Cette passion, je l'ai aussi transmise en fait à ma famille. Donc voilà, puisque effectivement, j'ai ma fille aînée qui aujourd'hui travaille dans le commercial pour la charcuterie. J'ai ma petite dernière, Jadou, qui travaille aussi sur toute la communication. Et puis, il y a aussi Jérémy, qui vit avec Marie, qui vient de s'installer en tant qu'exploitant agricole. Ah, donc finalement, si j'ai envie de découvrir un petit peu ce port blanc de l'Ouest, je vais demander à Jérémy. Il va te faire découvrir de plus près cette jolie race. Oh, j'ai hâte. À tout. Bientôt. Salut Jérémy. Salut. C'est l'heure de... C'est l'heure de Du petit-déj cuisiner à manger, ouais, c'est ça. Waouh, comme ils sont mignons. Allez, bon appétit. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Alors là, c'est de la farine, c'est du métail, c'est un mélange de céréales. Ok. Donc il y a du triticale, du pois. Après, il y a du lin, de la févrole. Donc ça, c'est ce qu'on sème dans nos champs. Ah, ça vient de chez toi? Oui, oui, Eh Donc, ben, local. c'est ça. C'est marrant ces petites taches là. Ils sont pas tout roses, hein? Parce qu'on fait du croisé et du pur blanc de l'Ouest. On les reconnaît, ils ont les oreilles qui retombent. Ah, alors attends, je vais Donc essayer de... celui-ci, par exemple. Salut toi. Et ben voilà. Sinon, les autres, c'est des croisés. En tout cas, je vois qu'ils ont tous la petite queue en tire-bouchon. Regarde-moi ce gourmand. Il a compris le filon, lui, hein? Bon, allez, stop. Il en faut pour tes amis, hein? Oh là là, ça se bat et tout. Ouh. Eh ben, c'est du sport, hein? Oui. On va nourrir qui maintenant? Alors là, on va nourrir les truies qui sont en gestation. Ah, celui-là, c'est un porc blanc de l'Ouest. Oui. Ah, ça y est, elle arrive. Elle a un bel odorat. Il fonctionne au nez parce que il voit pas grand-chose et au bruit. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir fait cet élevage en plein air comme ça? Alors oui, ça s'épanouit un peu mieux. Les bêtes sont beaucoup plus résistantes. C'est beaucoup plus sain. Ouais. Forcément, oui, ça améliore la qualité. C'est des bêtes qui sont quand même moins stressées qu'en bâtiment avec les bruits et les autres animaux. Ouais, ça se voit. Et puis elles te connaissent bien, hein. Elles Elles réagissent. sont habituées. Ouais, elles sont habituées à Elles sont toi. habituées, ça se travaille. Ah, il commence à faire chaud là, hein. Oui, c'est pour ça. On va leur donner à boire. Hop. Alors tiens, je te donne le tuyau. Ouais. Et tu te mets au-dessus de la bassine. Puis j'ouvre. Et voilà. Et là, le petit jacuzzi là, c'est quoi? Alors, nous, on appelle ça une piscine ou un trou d'eau. En fait, en période d'été, de grosse chaleur, ça leur permet déjà d'une de se rafraîchir dans l'eau et de deux, d'avoir de la boue sur le corps pour se protéger des rayons de soleil. Ah, crème solaire naturelle. C'est ça. Donc c'est pas un mythe, hein, que le cochon aime bien se rouler dans la boue. Non. Alors toi, t'es déjà dans ton petit jacuzzi. Oh là là, qu'est-ce que t'as l'air bien. Comment tu valorises ta viande? Soit en pièces de boucherie, en découpe de boucherie, ou sinon en charcuterie. Alors la charcuterie, moi, j'ai pas le droit. Mais par contre, les pièces du boucher, ça me va. Tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que tu cuisines aussi? Alors non, cette partie-là, c'est pas trop mon fort. On a notre cuisinière attitrée pour mettre en valeur nos produits, qui fait partie de la famille, qui est Marie-Eliane. Elle doit être dans les serres. Les serres là-bas? Les serres qui se situent là-bas, voilà. Allez, j'y vais. Je te laisse terminer. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi, Marie-Hélène? Impeccable, impeccable. Je commence des haricots verts pour ce midi. Ah, Ils sont très très bons. Et tu vois, très ça tombe beaux. bien, comme tu es très grande, tu vas pouvoir aller chercher ceux qui sont en haut. Allez, je vais Parce t'aider. que moi, je suis un petit peu... plus Bah petite, oui, disons. c'est vrai Il y en a que- des super ici. Ah oui, ils sont magnifiques. Ouais. Et à chaque fois que je croise quelqu'un sur la ferme, c'est quelqu'un de la famille. Mais tu es qui, toi? Alors moi, je suis la maman de Jean-Charles. Je suis très près de toute la famille pour popoter. Et l'agriculture, la ferme, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais? J'aime moins. J'aime moins. Ah bah alors Jean-Charles, quand il t'a dit Ah ça, oui. qu'il voulait reprendre la ferme, qu'est-ce qui s'est... Ah, lui, qu'est-ce ça a qui t'est- toujours fait partie de ses rêves. Au moins, tu peux cuisiner les Ah produits. ben oui, ça c'est ma maladie, c'est cuisiner que les vrais produits, garder au maximum le vrai goût. Tu veux qu'on continue? Ah bah ouais, on Parce continue, que tu là. sais, on a des... Tu en as pas assez, là. Non, non, on n'en a pas assez pour faire des tartes tatin avec les haricots verts. Une tarte tatin avec des haricots verts? Oui. Oh, c'est original. Et c'est très bon. Alors, tu me parles des haricots verts, mais j'espère qu'il y a un petit peu de cochon aussi. On va préparer un carré de porc avec de la moutarde, du miel et de la sauge. Oh là là, tout ce que j'aime. On va continuer le ramassage de légumes. Donc, tomate, hein? On va prendre des cœurs de bœuf, parce qu'on est sûr de la qualité, de la grosseur, du goût. Ok. Autant prendre des bonnes. Il y en a beaucoup, dis donc. Je laisse les cueillir. Ouais, vas-y. Mon chien le panier, vas-y. Ah, Ça sent bon, hein. l'odeur. Ah, c'est magnifique. Là, ça sent vraiment les tomates fraîches. Aujourd'hui, ensemble, on va préparer un carré de porc qui va être accompagné de coulis, fraises, rhubarbe et de tarte tatin, haricots verts, tomates. Beau programme. Pour réaliser le carré de porc de Marie-Eliane et sa sauce, il nous faut un carré de porc de 1,6 kg, 4 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 cuillères à soupe de miel, 12 centilitres de pinot blanc, de la sauge, une gousse d'ail, 400 g de fraises, 2 tiges de rhubarbe, 2 échalotes, 3 cuillères à soupe de vin rouge, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin, de la menthe et du gingembre. Alors, on va commencer par enlever la couenne. Il est beau, hein? On C'est voit le meilleur bien, ah bah ça se voit, hein. On voit déjà la qualité du gras. Oui. Ça c'est important, non? Oui. Dans un carré de porc, on voit l'épaisseur de gras. Et puis j'imagine la couleur aussi de la chair. Oui, oui, oui. Donc cette partie-là, cette peau, on l'enlève. On l'enlève. Parce qu'après, on va saisir le carré de porc dans la poêle. On va préparer la marinade ensuite. On va mettre la moutarde, le miel. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va le rendre gourmand? Oui, oui, oui. Puis joli aussi. On va rajouter la sauge à la marinade. Oh, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ah oui. Donc pour choisir un carré de porc, c'est quoi ton petit conseil? Déjà, si à l'œil, hein, parce que ça se voit quand même, c'est joli. Puis je fais confiance à mon boucher ou au producteur. Oui, c'est vrai. Donc à partir de là, je suis tranquille. Enfin, il y a quand même l'allure, hein. Oui, l'allure, la couleur, la brillance, L'odeur. l'odeur, la couche de gras qui est importante, le fait que ça soit bien persillé, effectivement, là, c'est gage de qualité. Ah Bon, ça, j'imagine qu'on le garde, on sait jamais, dans une sauce, un bouillon, Oui, un petit ou truc tu comme peux ça. passer un petit peu. Ah oui, tu fais un peu comme Oui. ça. Comme ça, ta poêle, c'est nickel. Ah, j'aime bien cette astuce. Alors, Maintenant. la marinade, j'ai commencé pendant que tu as enlevé la couenne. Oui. Donc, j'ai mis ma moutarde à l'ancienne, j'ai mis mon miel. Je suis en train de couper mes feuilles de sauge. J'ai presque fini. Et par contre, toi, tu vas rajouter, s'il te plaît, Oui. le gros sel. Bah oui, Parce ça va que- assaisonner. Oui, il faut bien l'assaisonner. Voilà. Un Donc, peu de poivre. Oh, ça sent bon. oui. Je mets là-dedans. Tu le mets là, on va bien le badigeonner. Ouh là là, c'est gourmand ça. Oui, t'as vu, c'est joli. Ah, c'est joli comme tout. J'en mets partout, hein, oui, même oui. sur la Ah chair. oui, oui, hein. puis il faut tourner, oui. Moi, ce que j'aime bien avec la viande de porc, c'est que
Déjà, elle est plus accessible que certaines autres viandes. On peut se faire plaisir avec un bon porc fermier, un bon porc de qualité. On le trouve souvent, partout, en France. Et je trouve que c'est simple et ça va vite. Alors maintenant, il faut que tu le retournes pour qu'on puisse le piquer d'ail, s'il te plaît. Hein, on va piquer entre les côtes. Ça reste dedans et ça parfume. Donc là, il est prêt à poêler pour bien le saisir tout le tour. Et après, on le mettra en cocotte pour la cuisson. Ah, super, il chante. Ah oui, ça chante bien là. Hein? Oui. Ah oui, super. Il y a la différence aussi avec cette race de porc. Il sort pratiquement pas d'eau, c'est que de la bonne chair. On crée une croûte Pour bien que l'intérieur cuise tranquillement et garde bien son jus, puis toutes ses saveurs. Alors dans la cocotte, par contre, moi je vais mettre un verre de pinot. pour pas que ça brûle Pour au pas que fond. ça brûle, pour démarrer la cuisson. Puis ça donne aussi un arôme supplémentaire. Et puis le pinot, c'est de la région. Ah ben oui. Allez, je l'installe. Donc on va mettre le couvercle dessus pour la mettre cuire au four. Comme ça, on n'a pas besoin d'arroser. Ça s'arrose automatiquement. Et on n'y touche pas avant 1h45 de cuisson. À quelle température 170, 180. on passe à la sauce? On passe à la sauce. Cette recette, je la fais régulièrement, mais j'arrive pas à bien faire mon assaisonnement. Donc, je compte sur toi aujourd'hui pour me donner des petits trucs pour l'améliorer. Si j'ai bien compris, toi, ton idée, c'était d'associer le carré de porc Oui. avec des fraises. Oui. Ça, c'est une très bonne idée. Moi, ce que je te propose, c'est de faire une sauce à base de fraises. Et puis, on va rajouter des petites choses qui vont nous réveiller les papilles. Voilà. Du gingembre, des échalotes, un peu de menthe et... De la rhubarbe. Oui. Ça va apporter de l'acidité, Oui. ça va être sublime. Moi, je vais te préparer la rhubarbe. Et moi, je vais tailler les échalotes et un petit peu de gingembre. Tu cuisines beaucoup? Ah oui, j'adore. C'est mon gros péché, ça. C'est vrai? Cuisine. Et je fais toujours beaucoup de trop. Tu fais en grosse quantité? Toujours. Ben, Tu cuisines depuis toujours? j'ai toujours cuisiné un petit peu, oui. On a terminé notre vie professionnelle avec une ferme auberge, donc ça a vraiment été l'apothéose. Raconte-moi cette ferme auberge. On servait que de l'agneau. Avec ton mari? Oui, on faisait du carpaccio. Les grillades dans la cheminée, bien sûr. Oh là là. L'agneau confit. On a vraiment adoré cette partie de notre vie. Donc là, je hache finement le gingembre et puis on va pouvoir commencer. Alors, pour la sauce, donc tu as vu, on a mis un peu le gras on a mis un petit peu de gras de du porc. porc. Je rajoute quand même un petit filet d'huile d'olive. Hein. Voilà, pour apporter de la gourmandise. Et pour pas que ça soit sec. Donc, on commence avec les échalotes. Les échalotes, oui. Et le gingembre. Voilà. Ce qui est important dans une sauce à base de fruits, je trouve, c'est de faire attention à la balance sucre-acidité. Oui. Parce que sinon, si c'est trop sucré... C'est ça que j'arrive pas à le gérer, ça. Alors, pour contrebalancer, tu vois, par exemple, tu peux mettre un petit peu de vinaigre, Ah oui, j'ai pas pensé au vinaigre. un petit peu de vin rouge. Oui, mais j'avais mis du vin rouge. T'avais mis un peu de vin Oui, rouge? oui. Tu vois, là, on va déglacer légèrement avec un petit peu de vin rouge et un petit peu de vinaigre. D'accord. On laisse cuire un petit peu les échalotes et le gingembre. Et puis, on va venir rajouter les fraises. Un peu de sel, un peu de poivre. Je rajoute la rhubarbe. Tu La continues à rhubarbe. brasser. J'avais pas vu ta planche. Tout est bon dans le cochon. Oui. Allez, j'y vais aussi avec la menthe. Avec la menthe. Voilà, le gingembre, les échalotes, les fraises, la rhubarbe, la menthe. Oh là là, mais ça, c'est une explosion comme de c'est saveurs. joli. Hein. Tiens, goûtons. Elle est top, hein. Elle est top. Tu Et vois, c'est meilleur sans sucre, hein. la fraise, elle est là pour Oui, ça. oui. Et là, on a un bon côté acide. Ça va être magique. On la débarrasse et on passe à la suite? On passe à la tarte tatin de légumes. Nous avons besoin d'une boule de pâte brisée, de 4 tomates, de 300 g d'haricots verts cuits à la vapeur, de 2 gousses d'ail, de 60 g de beurre et de 2 cuillères à soupe de sucre. Alors, on va mettre du beurre et de l'ail ici. Et je vais couper les tomates en très grosses tranches. Et on va les poêler un tout petit peu. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient écrasées. C'est juste un petit aller-retour. Oui, un petit aller-retour.
Alors, je vais en mettre juste 6. Celle-là, elle est jolie. Oh là là, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Oh là là, oui, c'est gourmand. Hein. Oui. On installe nos petits moules? Oui. Donc, une rondelle par moule. Oui. On continue avec les haricots verts. Oui, tu mets le sucre et un soupçon d'eau. Donc là, on est dans la tatin. Oui. On retrouve le caramel de la tatin. Oui. Je mets mes haricots, là, tout simplement. Donc là, les haricots, ils sont juste blanchis, c'est ça? Ah, je les ai cuits, ils sont cuits. Tu les as cuits? Ils sont pratiquement cuits. À la vapeur, hein? À la vapeur. Ouais. Ah ben c'est simple, là, on va les reprendre, puis on va les mettre dessus, comme ça. Puis la pâte à tarte dessus. Allez, on les range bien. Oh là là, j'avais jamais fait ça. Ça sent bon. Faut pas avoir peur de mettre tes doigts, là. Alors, je fais ça après. Hop, j'arrive bien dedans. Voilà. Là, je fais comme ça. Hop. On les enfourne? Pour une petite demi-heure. Quand la pâte va être cuite, ben, tout sera cuit, il n'y a pas de souci. Le porc termine sa cuisson, Oui. les tatins sont au four, Oui. la sauce est prête. Tout est parfait. On n'a plus qu'à dresser la table et à déguster. On va être bien ici. Bonjour. Bonjour. Je t'emmène la planche de charcuterie qu'on a préparée au labo soigneusement. Oh là là, la gourmandise. Je le pose sur la table du coup. Marie, ma petite fille, un peu la chouchoute de la maison. Oh là là. Pas trop, pas trop. La petite chouchoute. J'ai 2 sœurs quand même. On termine. Installez-vous. J'arrive donc à la ferme ce matin. Ça s'est bien passé, tout le monde a bien mangé. Ouais. Et on a eu une petite naissance. Ah. On a eu une dizaine de petits cochons. D'accord. Donc voilà, elle se repose. Et Pas voilà. mal de petits. Regardez-moi ça. Ah, C'est beau. très joli ça, Justine. La belle bête. Vous avez cuisiné ça avec amour? Ah oui. Ça sent bon. Hein. Là, c'est la petite sauce, le petit condiment qui va apporter beaucoup de fraîcheur. Ah, ça, c'est Merci. C'est ton assiette. Je la mets là. Bon, j'y vais, hein, je Oui. taille. Hein. Ah oui, oui, oui. Et voilà. Allez, faites passer vos assiettes. C'est Mamie, vas-y. Mamie, Mamie, la plus belle. très jolie. Allez, Marie. Raconte-moi d'ailleurs ces jolies gourmandises que tu nous as ramenées. Eh bien en fait, si tu veux, nous au labo, on fait pas spécialement que de la viande crue comme ça, les carrés, tu vois, pour cuisiner à la maison. On propose aussi de la charcuterie. Du coup, sur la planche apéro, ce qu'on t'a mis, c'est du saucisson à l'ail sans sel nitrité. Il a été médaillé d'argent au Salon de l'agriculture cette année. Donc on est assez félicitations. fiers. Merci. Après, on a du boudin noir, boyau naturel aussi. On a du farci poitevin, donc avec les légumes de la ferme. Donc c'est les légumes de saison, donc blettes, épinards, choux, voilà. Du pâté de campagne, des rillettes, du jambon blanc pareil sans sel nitrité. Et après on fait aussi du séchage, donc on a de la copa, on a du lomo et du saucisson sec. Magnifique planche Merci à beaucoup. apéro. Oh, ça donne vraiment envie. Allez, allons-y. Dégustons. En tout cas, Bon. cette viande, oh C'est là très là. beau, en plus dans l'assiette. Ouais. Oh, ça se coupe tout seul. Oui. Je vois, Jean-Charles, que tu manges le gras. Hein. On y va. Hein. Notre cochon, il a un très bon gras, donc du coup, il peut se manger sans problème. C'est pas un gras saturé. Le blanc de l'Ouest, il a cette qualité-là. Il fond dans la bouche, il apporte beaucoup de générosité, un petit goût de noisette. La reste le cuisson. croquant. Ouais, il y a un petit croquant aussi. De par, je pense, la caramélisation de la recette. Oh là là. Ah, et puis c'est pas sec, c'est gourmand. Oh. Ah ça. Et c'est sympa avec les fraises. Hein. Oui, tu Du as coup, vu on avait avec déjà le goûté. petit condiment, ça te plaît? Ouais, c'est bien. On n'est Ouais, pas c'est sympa. trop sur le Ça sucre. ramène de la fraîcheur. Non. Ça te plaît, Jean-Charles? De toute façon, c'est la cuisine de ta maman, non? Ouais, aussi. Tu l'aimes? On a eu quand même une éducation, quand même beaucoup, effectivement, sur une cuisine généreuse, colorée. Voilà, avec tout le temps des produits quand même de qualité. Hein. Donc ça, c'est important aussi de
de souligner ça. Hein. Donc c'est vrai qu'on a été bercé depuis très longtemps comme ça. Oui, parce que là, vous travaillez tous en famille. Comment ça se passe? Racontez-moi, allez, allez-y et dites-moi la vérité. Hein. Ça doit être difficile quand même, non? Non, en fait, ça va parce que, si tu veux, chacun a sa partie. Sa fonction, ouais. Sa fonction, Et donc, ouais. on travaille pas tous ensemble, collés. Et surtout complémentaires. Ça, c'est important, effectivement. Alors, c'est quoi les projets pour la suite? Vous en avez? C'est vrai qu'on a pour l'instant pas vraiment trouvé notre place dans la commercialisation en direct, tu vois, du particulier, quoi. Nous, pour le moment, on travaille que avec les professionnels. En fait, on livre beaucoup les collectivités, donc tout ce qui est collège, lycée, école primaire, maison de retraite, les restaurateurs. Mais après, on ne fait pas de vente aux particuliers. Ouais. Ah bah c'est dommage, parce que si le particulier y goûte ça, je vous assure que vous allez faire succès. C'est un délice. En tout cas, si je passe dans le coin et que j'ai besoin d'une planche apéro, les amis, je saurai où chercher et où trouver. Ah ouais, je vais écouter, j'essaye. Mais c'est bien. Exactement. Aujourd'hui, à 13h45, le Tour féminin des Pyrénées est en direct sur Noah. Une étape atypique au parcours exigeant. Naï, Jurançon. Le Tour féminin des Pyrénées, votre rendez-vous cyclisme, c'est aujourd'hui à 13h45, en direct sur Noah. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, c'est un plaisir, un bonheur même de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, on est sur un territoire un petit peu particulier, je vais vous dire où on est et je vais vous perdre en même temps. On est aux confins du Limousin, de l'Auvergne et du Quercy, sur un petit territoire au sud-est de la Corrèze qu'on appelle aussi la Xintrie. C'est là qu'on est. Je dis on parce qu'on est plusieurs, j'ai monté une petite équipe, je vais appeler le premier invité à me rejoindre. Guillaume, tu peux venir? Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume qui a le syndrome d'Asperger, qui a beaucoup de talent, qui est hyper calé en mécanique, qui connaît pas mal les plantes sauvages. Et bien sûr, t'es pas venu tout seul. Ouais. Il y a aussi ma mère qui est venue du coup. Voilà, on peut accueillir Hildegarde, la druidesse. Hildegarde qui a formé Guillaume aux plantes sauvages. Ah oui, même totalement, je dirais. Hildegarde, est-ce que tu peux nous partager ton signe astrologique? Cancer. Ascendant? Licorne. Licorne, tout à fait. Au programme aujourd'hui, du coup, on va se la faire douce. On va faire une petite sieste, on va pêcher, on va faire un peu de cueillette sauvage, se faire cuire une spécialité corrézienne. Les miassous. Les miassous, on vous en reparle un petit peu tout à l'heure. Et comme d'habitude, une petite chanson. Ouais, évidemment. Voilà. Allez, let's go. C'est parti, les amis. En descendant la rue de tel des prochocs qui montent, qui croquent la vie en pleine dans la crinière au vent. Bon, là je crois qu'on s'est trouvé un petit spot sur les berges de la Dordogne avec un petit sentier qui surplombe un petit peu le lit de la rivière. C'est mignon, tout à fait mignon. Ça me semble pas trop mal. Si le spot est bon, ben on va se monter un petit campement là et puis Du coup là on va faire un nœud coulant pour installer le hamac. On va le faire à cette hauteur là à peu près. Et juste laisser une boucle ressortir pour que ça puisse être défait facilement. Et là normalement on n'est pas trop mal. Regarde quand même qu'il est Bon. Ouais bah ça tient. attends parce que je me fais attraper les... comme ça et tu le mets comme ça. Ok, Tu oui. vois. Et là t'es en sécurité. Oui mais tu sais... Et là t'es en sécurité. Ah oui oui mais bon. On a des problématiques que peut-être tu n'as pas. Ah oui. Oui oui. Voilà. Ah oui effectivement. Hey, faut négocier avec quoi. Ouais, c'est ça. Hein, Guillaume il sait. Ouais bah écoute ça a l'air bien, tu vas faire une bonne sieste là. On te souhaite une bonne sieste, merci. Ouais. À tout à l'heure. Nous on va essayer d'aller choper du poisson.
fait, toi, tu es capable, tu rentres dans un lieu, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, tu es capable de faire abstraction de ça et tu te recentres sur la conversation, tu es concentré sur la personne et tout ce qui est autour, c'est un espèce de brouhaha, mais c'est informe et ça n'a pas d'impact. Pour lui, il y a en même temps les conversations des autres, il y a la lumière, tout ce qui est sensoriel, il n'y a pas de hiérarchisation. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais en boîte de nuit, tu vois, il y a beaucoup de musique et tu essaies de parler à quelqu'un. Tu vois, ça demande tu te concentres et tout. Et ben, un autiste, c'est en permanence, il est en boîte de nuit. Il a déjà besoin de beaucoup d'énergie pour s'isoler. Ce qui se passe quand on est dans la nature, c'est vraiment complètement fondamental à ce qu'on est en tant qu'être humain. Et c'est plutôt reposant, le bruit des feuilles, le bruit du vent, les petits canards qui passent, c'est des sollicitations naturelles. Et j'ai oublié ta question en fait. Il va pas nous aider pour faire le miasu là? C'est ce que j'allais te dire, il va nous aider à le manger. Ouais. D'ailleurs. Ouais, on va manger. T'as bien dormi? Ouais. Tu connais miasu toi? J'en ai sûrement déjà mangé, mais j'en ai pas trop souvenir. Mais ça devrait être pas mal, de la pomme de terre, de la farine, de l'huile, tout ce qui est bon quoi. Je sais pas ce qu'elle aille nous chercher, mais elle va agrémenter un petit peu le miasu. On va voir ce qu'elle nous cueille. J'ai trouvé de la pulmonaire. C'est étonnant d'en trouver à cette époque de l'année, parce que d'habitude elle est plus abondante l'hiver, et c'est une super plante à manger l'hiver d'ailleurs. Très nourrissante. Des petites taches blanches. Faire attention à ne pas confondre avec autre chose, mais à partir du moment où c'est râpeux, qu'il y a des taches blanches, c'est bon, c'est ça. Et est-ce qu'on se mettrait pas un peu d'aubépine aussi avec? Presque même l'aubépine, on pourrait la mettre, tu sais, sans la cuire. On met ça dans les miyasu avec la pomme de terre et l'aubépine à côté avec un petit trait d'huile d'olive, genre salade miyasu. La règle, c'est que ça, faut pas le manger. Vas-y. Parce que c'est en dessous de la taille. Normalement, ce qu'on doit manger, c'est les plus hautes. Donc là, ça dépasse la taille, on peut les manger. Parce que le problème, c'est que quand c'est en bas, il y a tout plein d'animaux qui peuvent uriner dessus et ça peut du coup donner pas mal de maladies comme la double du foie ou d'autres joyeusetés du genre. Donc faut éviter. Le truc pour s'en rappeler, c'est qu'aubépine, il y a des épines, donc c'est simple pour s'en souvenir. T'en as déjà mangé toi? Quelques fois, après, je dois pas mentir, c'est vrai que je préfère la viande. Les règles de la cueillette, on ne cueille pas n'importe où. Ensuite, on cueille au-dessus de la hanche, ce qui est au sol, on le fait cuire. On ramasse que maximum un tiers de la plante ou de la station étant un ensemble de plantes identiques sur un même espace. Alors la recette, il y a quoi dans le miyasu? Crème de terre râpée, un peu de farine pour que ça se tienne, du sel, du poivre, et là on a mis des plantes. Et puis on va faire une petite galette qu'on va mettre dans l'huile. Mais Ouais. voilà, sur le plat de service. Chill. Chill. Yeah. Chill. On se la régale. C'est bon, c'est chaud. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est croustillant, c'est gras, c'est salé. Mais ce côté sauvage avec la pulmonaire et l'aubépine. Ça pourrait se vendre sur la plage l'été, hein? Ouais. Chouchou, beignet, miyasu. Une note sur 10 à ce miyasu? 8. 8. Ouais. 8, c'est dur quand même. Guillaume Etchebest. C'est vraiment pour chipoter quoi, c'est du Guillaume Etchebest, tout craché, ouais. Non, mais c'est délicieux. Délicieux. Je suis à 9 sur 10. Et toi? Bah 9. 9 ans. C'est la réré. C'est la gaga. C'est la régalade. Et oui. Bon, on se l'est bien régalé avec les miyasu, c'était délicieux dans ce cadre champêtre et prime sautier. On va vous laisser comme d'habitude avec une petite chanson. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Et ben salut. À la prochaine. Guillaume Moracas, île de garde au cœur. 1. Dans la vie, faut pas toujours y aller tout chousse. Faut savoir se la faire douce. Poser ses fesses sur la mousse. Sur la mousse. Au-dessus de l'eau. Tendre son hamac. Avoir tout ce qu'il faut dans le sac. Pour se faire cuire des miyasu. Des miyasu. Des miyasu. Des miyasu. Des miyasu.
événement majeur et un rendez-vous incontournable du cyclisme professionnel. Place au Tour féminin des Pyrénées, tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de nos ancêtres, d'artistes et de mammouths. Direction le Musée national de la préhistoire, situé aux Aisies de Taillac, en Dordogne. Un petit village de 1000 habitants considéré comme l'une des capitales mondiales de la préhistoire. Le musée, créé en 1923, abrite en effet l'une des plus belles et des plus importantes collections préhistoriques en Europe. Il faut dire que la moitié des objets datant de cette période, découverts en France, l'a été en Périgord. Une richesse mise en lumière dans ce magnifique bâtiment où sont présentées des pièces uniques, 12 000 dans les vitrines, 7 millions dans les réserves. Admirez cette statuette réalisée il y a 15 000 ans dans de l'ivoire de mammouth. On pense qu'elle représente un félin, peut-être une hyène, ce qui est très rare. La sculpture a été réalisée sur les deux faces. Il s'agit d'un propulseur de saguet, une arme de chasse. Autre merveille, ce bâton en bois de renne représentant deux mammouths s'affrontant. La gravure recouvre à 360 degrés la totalité de la surface. Grâce à la technologie 3D, on peut le dérouler et apprécier le savoir-faire. L'importance de ces collections, la rigueur avec laquelle elles sont présentées, explique que les scientifiques viennent du monde entier dans ce petit village du Périgord pour étudier ces objets qui racontent l'origine de notre humanité. Salut à tous, cette semaine on est dans notre bel appartement de Noah Weekend. On a beaucoup de chance puisqu'on reçoit Benoît Barterotte. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Si je vous dis Nouvelle-Aquitaine, ça vous fait penser à quoi? À l'Aquitaine éternelle, le pays de l'eau. À quoi? Que vous arrivez à dompter, que vous essayez de dompter? Pour moi, l'Aquitaine, c'est resté un estuaire. Et je suis dans les sables mouvants de cet estuaire, comme installé sur un nuage. Voilà. C'est parfaitement résumé. Benoît Barterotte est avec nous dans Noah Weekend. Connu pour son engagement dans la préservation de l'île aux oiseaux et du littoral du Cap Ferré, Benoît Barterotte est l'invité d'Arnaud Loquet dans Noah Weekend, à voir sur notre plateforme et ce soir à 19h50 sur Noah. C'est pas si difficile. Retrouvez le cyclisme avec Total Énergie.
Bonjour à tous, bienvenue à Mourinx, ville arrivée de la première étape du Tour féminin des Pyrénées. Bonjour Audrey Cordon-Rago. Nous allons commenter ensemble ce Tour des Pyrénées, 5e édition de cette épreuve féminine. Une épreuve féminine qui s'annonce passionnante cette année avec notamment demain une étape qui amènera les cyclistes vers le Tourmalet. En effet, cette étape de demain, un petit peu inédite. On n'a pas l'habitude dans le peloton féminin d'aller grimper les cols de hors catégorie. Et puis le Tourmalet, c'est mythique. 3 étapes au programme de ce Tour féminin des Pyrénées. 127 cyclistes engagés, 22 équipes. Et parmi ces cyclistes, des favorites, à commencer par la tenante du titre, la double tenante du titre. En effet, Uccelazza qui est à domicile, elle nous l'a confié. Et puis qui va avoir quand même du fil à retordre cette année, puisqu'on a une belle start list, mais motivée, ultra motivée, Uccelazza. Paola Blasi, qui a gagné le Tour d'Espagne, évidemment une concurrente importante pour la tenante du titre. Ouais, c'est peut-être elle qui fait figure de super favorite sur ce Tour des Pyrénées. Vainqueur sortante, vous l'avez dit, de la Vuelta. Et puis en super forme, même si elle a enchaîné sur un gros bloc. C'est vrai qu'elle a encore les jambes et la motivation aussi de venir s'imposer ici. Elle était déjà là l'année dernière. Exactement. Et puis du côté de FDJ United Suez, la meilleure équipe française, Juliette Berthet est présente dans le peloton cette année. Notre espoir française, évidemment. On attend Juliette, elle aussi, dans les premières positions en haut du Tourmalet. Et puis pourquoi pas aller chercher pour la première fois ce classement général, puisque c'est la première fois qu'elle vient ici sur le Tour des Pyrénées. On va suivre ce Tour des Pyrénées en direct sur Noah pendant 3 jours. On va découvrir d'abord le profil de la première étape entre Saint-Jean-de-Luz et Mourinx. Une première étape entre le Pays Basque et le Béarn, étape 100% Pyrénées-Atlantiques, 118 km 600, 1233 mètres de dénivelé positif. Les coureuses sortent du Pays Basque après Osrin-Rivaret et entrent en Béarn à hauteur de Guinart-Parentise au kilomètre 75. 2 sprints intermédiaires au programme de cette étape, 2 meilleurs grimpeurs de 3e catégorie. Vous apercevez le premier à l'image. Des points à marquer au sprint intermédiaire, 15, 10, 8, 5 et 3 points aux 5 premières coureuses classées. Et puis les 2 meilleurs grimpeurs rapporteront 3, 2 et 1 point. Le sprint de Saint-Palais, le 2e meilleur grimpeur à proximité de l'arrivée, qui va rendre cette course encore plus intéressante cet après-midi, ce 2e meilleur grimpeur. Les cyclistes là arriveront du côté de Navarinx d'abord, elles n'auront pas le temps de profiter du paysage de ce côté-là, car il faudra ensuite grimper ce 2e meilleur grimpeur de la journée, 2 grimpeurs de 3e catégorie. Le premier grimpeur a été remporté par Églantine Raillet de l'équipe FDJ United Suez. Et donc les cyclistes qui arriveront à Mourinx, ville arrivée de cette première étape. Audrey, première étape logiquement où on attend les sprinteuses. Bonjour Freddy, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vrai qu'on attend les sprinteuses. Maintenant, on a aussi été repéré hier soir, Freddy, ce final. Et le final qui, à partir de ce dernier grimpeur, jugé à un petit peu moins de 17 km de l'arrivée, un final compliqué, tortueux. Un final qui, pour moi, pourrait aussi sourire aux attaquantes et aux puncheuses qui pourraient, pourquoi pas, tenter de sortir dans les petits rampaillons qu'on va avoir dans le final, qui ne sont pas forcément répertoriés, mais qui sont, pour moi, des bonnes rampes de lancement pour tenter quelque chose si on n'avait pas de sprinteuse au sein de l'équipe. C'est vrai que les sprinteuses, si elles veulent s'imposer sur ce Tour féminin des Pyrénées, c'est aujourd'hui, mais attention aux puncheuses, comme vous dites, Audrey, qui pourrait se détacher dans cette dernière partie de cette étape. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez qu'Audrey Cordon-Rago vous répondent, n'hésitez pas à les poser. Vous allez voir un QR code qui va apparaître. Vous le flashez et vous nous posez vos questions. On tentera d'y répondre au cours de cette étape retransmise en direct sur Noah et sur France.tv. Vous voyez le peloton dans la ville de Saint-Palais. Le peloton qui part à la chasse d'une échappée et de contre-attaquantes, puisqu'il y a déjà eu du mouvement dans ce début de course, alors qu'il reste un petit peu plus de 50 km à parcourir.
Ouais, un peloton très étiré, on le Oui. voit avec des cassures hein, dans ce passage de la ville de Saint-Palais en effet. Et l'échappée hein, qu'on n'a pas encore eu à l'image, mais une échappée qui a une belle avance, hein, plus d'une minute 40 d'avance, une 45 exactement aux dernières nouvelles. Et une contre-attaquante en effet qui elle se trouve à une trentaine de secondes hein, de la première femme en tête. Donc on va voir, la voici, hein, la coureure en tête de course. Eliska Kvasnikova de la formation tchèque VIF Cycling Team. Voilà la première vraie attaquante de ce Tour des Pyrénées 2026. Ouais, cette formation invitée de dernière minute d'ailleurs, hein, je crois. Oui, cette tout à formation fait. Tchèque, on n'a pas l'habitude de voir en Europe, qui reste un petit peu, enfin, en Europe, la République tchèque étant un pays européen évidemment, mais qui reste dans cette partie de l'Europe, hein, plutôt à l'est, pour courir et qui fait son apparition sur les routes françaises pour la première fois. Et on les a surtout vus en effet évoluer, hein, notamment sur le Tour féminin, qui est le Tour de République tchèque il y a peu. On nous annonce Audrey une chute, ce qui pourrait expliquer pourquoi ce peloton était scindé en deux. Une chute notamment de l'équipe FDJ United Suez et Cofidis, ce qui expliquerait certainement pourquoi ce peloton était scindé en plusieurs morceaux dans la traversée de la ville. Eliska Kvasnikova, 21 ans à l'avant, ancienne championne de République tchèque du contre-la-montre, c'était en 2023, deuxième l'an dernier sur contre-la-montre de son championnat national. La première attaquante de ce Tour des Pyrénées. Et la contre-attaquante, eh bien la voilà, Katia Verkerk, la Canadienne de l'équipe belge Minimax Cycling Team. Équipe belge menée hein, par un ancien professionnel, hein, Michael Levaux, qui est Oui. le Normand qui est à la tête hein, de cette équipe belge. Et donc on a passé hein, le sprint du kilomètre 64 et qui a été remporté évidemment par la coureuse de tête hein, qui portera ce maillot distinctif demain. « 41 secondes d'écart, vous voyez, entre la tête de la course et la contre-attaquante, alors que là on aperçoit deux autres concurrentes, et notamment Jasmine Lavergne du team Abadi Magnan, accompagnée par Ava Madison, qui sont en partie elles aussi, qui se sont extraites du peloton pour tenter d'abord de revenir sur Katia Verkerk et ensuite peut-être, si elles y parviennent à 3, de revenir sur Eliska Kvasnikova. Alors on nous annonce hein, que c'est le team UAE ADQ qui est en train de rouler maintenant au sein du peloton. On va revenir évidemment sur les favorites pour un sprint massif aujourd'hui, s'il y a sprint massif. Et en effet, la team UAE ADQ qui a des cartes à jouer hein, Oui. sur une arrivée comme aujourd'hui. Vous pensez à Federica Venturelli? Par exemple, c'est vrai qu'on a parlé hein, de Paola Blasi pour le classement général, mais on a aussi emmené une coureur qui va plutôt vite, la jeune italienne, oui, Federica Venturelli, qui s'est déjà imposée hein, cette année. Et on a dans cette équipe aussi Dominika Vlodarczyk. Grosse formation UAE Team ADQ, l'une des deux formations World Tour qui participe à ce Tour des Pyrénées avec l'équipe française FDJ United Suez. Le Tour des Pyrénées qui est monté d'un cran dans la hiérarchie des courses, Audrey, en devenant course Pro Series. Ouais, c'était une volonté hein, d'Elisabeth Chevanne-Brachet, qui est l'organisatrice, hein, la directrice de course de ce tour, de ce CIC Tour féminin des Pyrénées, et qui avait cette envie hein, depuis maintenant l'année dernière de monter
en catégorie. Alors c'est vrai qu'on en reparlera, mais on est sur un calendrier féminin qui est d'autant plus fourni aujourd'hui. Beaucoup de courses qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et malgré la catégorisation qui a monté pour ce Tour féminin des Pyrénées, on a encore du mal à faire venir les grosses équipes qui ont énormément de courses à leur programme et qui sont obligées de faire des choix. Mais cette année, malgré cela, eh bien, on a quand même des coureurs de qualité, notamment Paola Blasi, qui n'est autre que la vainqueur sortante de la Vuelta. Juliette Berthet qui fait sa première apparition sur ce Tour des Pyrénées, qui nous a confié avoir très envie de se tester à l'amorce de l'été. Et puis Ostolazza qui, elle, ne louperait sans vraiment. Ah oui. Il n'y a aucune raison qui la ferait louper ce Tour des Pyrénées, puisqu'elle est originaire de l'autre côté de la frontière, du côté basque espagnol, et elle adore cette course, une course qui lui a souri à 2 reprises, les 2 dernières éditions qui ont été remportées par Ostolazza. On va l'écouter, Audrey Cordon. Ostolazza, on l'a interviewé hier avant le départ. Je me sens vraiment bien. Depuis la fin mai sur toutes les courses. Sachant que j'ai gagné les 2 dernières éditions, cette course est vraiment spéciale pour moi. Je suis du Pays Basque, donc c'est vraiment pas très loin. C'est presque la maison, c'est presque une course à la maison. Nous allons monter le Tourmalet sur cette édition. Tout le monde connaît cette ascension et j'essaierai de faire du mieux possible. C'est vrai qu'il y a Juliette Berthet, Paola Blasi. Elles sont très très fortes et très en forme en plus. Mais j'essaierai de faire de mon mieux. Et j'essaierai évidemment de gagner cette course pour la 3e fois de ma carrière. Elle est bien entourée. Ushoa Ostolazza avec notamment Yulia Biryukova qui avait terminé 6e de l'épreuve en 2022. La championne d'Ukraine qui fait partie de ce peloton cette année. Qui sort tout juste du Giro. Il y en a quelques-unes des filles présentes au sein du peloton qui étaient sur le Giro, qui s'est terminé dimanche dernier, donc à peine une petite semaine de récupération. Et oui, la championne d'Ukraine que j'ai rencontrée hier à la présentation et qui m'avait l'air tellement fatiguée, mais super heureuse d'être ici. C'est aussi une course qu'elle affectionne puisqu'elle y a performé, Julia. On retrouve également Catalina Anaïs Soto, la championne panaméricaine, championne du Chili. Pour la 3e fois cette année, elle fait partie aussi de cette équipe. Et dans cette formation, on a aussi Paula Patiño pour la colombienne. On pourrait voir aussi à l'aise quand les pentes vont augmenter, car les pentes vont augmenter ces 2 prochains jours avec ces 2 étapes, celle de demain entre Reims-Marsous et Bagnères de Bigorre avec le fameux Tourmalet, 19 km d'ascension à une moyenne supérieure à 7%. Et puis dimanche, vous serez, j'espère, toujours avec nous pour suivre la 3e étape, parce que le classement général ne sera pas forcément fait après le Tourmalet. D'ailleurs, l'arrivée de la 2e étape n'est pas au sommet du Tourmalet. Il y aura encore une descente, 30 km de course vers Sainte-Marie-de-Campan, et Bagnères de Bigorre. Tout ne sera peut-être pas joué parce que la 3e étape entre Naï et Jurançon promet également, avec 1593 mètres de dénivelé positif. On aura beaucoup de meilleurs grimpeurs, 8 au total, avec beaucoup de points en jeu, ce qui bien promet. Beaucoup de batailles, à la fois pour le maillot, bien sûr, les 2 meilleures grimpeuses, et aussi pour le classement général. On a vraiment un profil de course cette année qui s'annonce très intéressant. Profil difficile. Même aujourd'hui, vous en avez parlé déjà, Audrey, dans le final. On pourrait avoir quelques surprises. Et puis, bien évidemment, l'explication demain dans le Tourmalet. Et cette étape
dimanche qui pourrait bouleverser la donne. On l'a vu hein, sur le Tour d'Italie, la dernière étape qui a bouleversé la donne aussi après l'étape Rennes qui avait été un petit peu raccourcie et cette victoire finale d'Emi Vollering. On pourrait assister un peu à la même course ici sur ce Tour des Pyrénées avec ces cyclistes engagés cette année. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On espère avoir autant de suspense, hein, parce que moi, je me suis personnellement régalée à suivre hein, ce Giro féminin. Et j'y crois, parce qu'on on a quand même des forces en puissance qui sont éparpillées dans plusieurs équipes et qui vont avoir des cartes à jouer à peu près tous les jours. Alors oui, le Tourmalet sera le juge de paix, je pense quand même, de ce classement général. Mais si on avait des écarts assez infimes, aller jusqu'à 30-40 secondes entre les 5-6 premières, et bien pourquoi pas assister sur cette dernière étape à un feu d'artifice avec en effet un peu plus de 1000 mètres de dénivelé sur les 1500, plus de 1500 mètres de dénivelé pardon, sur les 114 km qu'il y aura au programme. Quand je regardais un petit peu le profil hein, des ascensions, alors ça reste très court, on est presque sur une classique belge, dont celle de Mers hein, qui me semble être absolument terrible, 500 mètres à 12,4%, un réel mur hein, qui sera au programme de cette troisième étape. Je me dis qu'en effet, on pourrait retourner la situation si on avait perdu un petit peu de temps sur une ascension comme le Tourmalet, qui n'a rien à voir avec les ascensions qu'on retrouvera sur ce dernier jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous flashez le QR code. Et Audrey Cordon-Rago, notre multiple championne de France, désormais retraitée, il répondra à toutes les filles de l'équipe FDJ United Suez qui étaient tombées, sont rentrées dans le peloton. Audrey, ça c'est une bonne nouvelle pour la course. On espère hein, qu'il n'y a pas trop de bobos côté FDJ United Suez. On va bien détailler justement cette équipe FDJ United Suez avec sa leader, vous l'avez dit, Juliette Berthet. On a une sprinteuse également. On attendait Ali Wollaston, finalement la néo-zélandaise elle n'est pas là, mais nous avons une italienne, Sofia Bertizzolo, qui pourrait tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Surtout dans un final assez tortueux, loin d'être plat. C'est vrai qu'on a Sofia Bertizzolo qui a déjà gagné des sprints massifs. Hein. On s'en rappelle du côté de l'Australie où elle s'était imposée à 2 reprises au sprint. Et puis depuis un petit peu plus discrète, hein, Sofia Bertizzolo, mais qui, j'imagine, en venant ici hein, a à cœur d'aller chercher une nouvelle victoire à son palmarès. On a également Francesca Corr ou encore Marie Lenette au sein de cette équipe qui ont aussi une belle pointe de vitesse. Je pense que ça va être difficile, c'est difficile finalement de vraiment pointer une des trois pour cette étape. Marie Lenette avec ce beau maillot de championne de France qui nous a confié aussi hier qu'elle avait à cœur d'aller chercher une nouvelle performance juste avant les championnats de France qui auront lieu dans quelques jours maintenant, hein, à la fin du mois de juin. Donc envie hein, de profiter encore des quelques jours en bleu, blanc, rouge. Donc ouais, même si Bertizzolo fait office peut-être de meilleure sprinteuse du groupe, je ne serais pas étonnée de voir Marie Lenette venir sprinter aujourd'hui dans un sprint assez atypique quand même. On se souvient de l'année dernière, la première étape de ce Tour féminin des Pyrénées, Audrey, avec une Marie Lenette assez exceptionnelle qui avait emmené Ali Wollaston pour remporter cette première étape au sprint. La FDJ United Suez qui réalise une saison incroyable, 19 victoires déjà au compteur. On vient chercher la 20e aujourd'hui ici sur les routes des Pyrénées-Atlantiques. Mais pour l'instant, c'est Eliska Vasnikova qui est en tête, poursuivie par Katia Verkerk que vous avez à l'image. On termine avec la composition de cette équipe FDJ United Suez: Juliette Berthet, Sofia Bertizzolo, Léa Curigné, Franziska Corr, Marie Lenette et Églantine Rayet. Églantine Rayet à qui l'on souhaite un joyeux anniversaire. Elle fête ses 22 ans aujourd'hui. Voilà, ça c'est une indiscrétion du sélectionneur de l'équipe de France, Paul Brousse, qu'on salue puisqu'il nous regarde évidemment. Paul Brousse, avant de préparer toutes ces échéances, c'est lui qui nous a signalé l'anniversaire de la cycliste de l'équipe FDJ United Suez, Églantine Rayet, aujourd'hui, en ce 12 juin
L'équipe Cofidis, elle aussi est revenue aux avant-postes. Vous voyez les maillots rouges de l'équipe Cofidis à droite de votre écran. La formation UAE, la team ADQ étant à la gauche de l'écran. La tête de course, un petit peu plus de 40 km de l'arrivée. Eliska Vasnikova qui est partie seule. Personne n'a pris sa roue quand elle a attaqué. Et donc elle est partie dans un effort solitaire. Ça fait déjà un petit peu qu'elle est devant. Oui. Une trentaine de kilomètres maintenant en solitaire. Alors c'est vrai qu'on a un groupe à 35 secondes. Enfin, une coureur seule à 35 secondes. Katia Verkerk, la Canadienne. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être du côté de la Tchèque attendre, au moins avoir un petit peu de renfort? Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. C'est la question que j'allais vous poser, Audrey, Ouais, parce que toute seule comme ça paraît quand même compliqué. Surtout qu'elle est vraiment pas loin derrière, la deuxième. Alors est-ce qu'on lui a donné l'information? Les oreillettes qui sont évidemment autorisées sur ce Tour des Pyrénées. Après, est-ce que du côté de cette équipe tchèque, on a les oreillettes? Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. On regardera d'un petit peu plus près les différents coureurs. En tout cas, ces deux poursuivantes-là, elles sont à 1,45 de la Tchèque, donc c'est-à-dire un petit peu plus de 15 secondes du peloton. Je pense que ça va être compliqué quand même pour rentrer, mais on va avoir des points à aller chercher en haut au prochain sprint qui aura lieu maintenant dans quelques kilomètres. C'est aussi l'occasion peut-être d'aller revêtir dans les prochaines étapes un maillot de leader de classement. Et on aura évidemment le meilleur grimpeur numéro 2 à 17 km de l'arrivée. On profite de ces beaux paysages. Merci à Régis Réveillé qui assure la réalisation avec toute son équipe technique. L'hélicoptère, les motos évidemment. Et tous ceux qui œuvrent pour assurer cette retransmission. Merci beaucoup. On est ravis de vous proposer ce Tour des Pyrénées en direct sur Noah et sur France.tv jusqu'à dimanche. Sauveterre de Béarn, à l'image. On profite aussi de ces beaux paysages pour découvrir la région entre le départ du Pays Basque ce midi et l'arrivée cet après-midi dans le Béarn. Peloton qui a largement accéléré. C'est vrai qu'on avait une moyenne horaire sur la première heure qui était autour des 36 km/h. On est parti plutôt cool sur cette première étape. Mais on a largement accéléré puisque la moyenne horaire annoncée sur cette deuxième heure était à plus de 42 moyennes. On est en train évidemment de prendre au sérieux déjà cette échappée, puisqu'avec un petit peu plus de 2 minutes d'écart avec le peloton, on commence à devoir, pour les équipes de sprinteuses et de gagnantes potentielles du classement général, se mettre à rouler avec les coéquipières. Et puis on s'approche aussi tranquillement des toutes petites routes qu'on va retrouver dans le final, parce que pour le moment on le voit sur ces grands axes, mais on va arriver très rapidement après le prochain sprint sur des routes beaucoup plus étroites où il faudra être placé. Et on le sent, un peloton qui a commencé à se tendre. André du Nord nous demande si Marie Lenette fait partie du peloton. Vous en avez parlé, Audrey, effectivement. Marie Lenette est bien là avec son maillot bleu-blanc-rouge, celui de championne de France qu'elle remettra en jeu dans quelques jours, vous l'avez dit. Audrey, elle est bien là. Marie Lenette, on voit l'équipe Cofidis, je vous en parlais tout à l'heure, l'équipe Cofidis composée de Victoire Berthaud, de Martina Alzini, de Julie Bégaud, d'Emma Comte, de Christina Burlova et de Nadia Quagliotto. Voilà la composition de l'équipe Cofidis Women Team sur ce Tour des Pyrénées. Des belles cartes à jouer côté français. C'est vrai qu'on a parlé de Juliette Berthet, évidemment, qui fait office d'ultra favorite sur ce Tour des Pyrénées, mais on a des Françaises qui vont avoir à cœur d'aller chercher
de beaux accessites, notamment eh bien, Julie Bégaud ou Emma Comte, que l'on a vu très remuantes là, ces dernières semaines, avec des belles performances à leur actif, et notamment Emma Comte hein, sur le dernier Tour de Bretagne, 4e du classement général et meilleure jeune. Donc je pense qu'on pourra la revoir. Et d'ailleurs, Emma Comte, moi je l'avais découverte l'année dernière sur ce Tour des Pyrénées. Comme quoi, ce Tour des Pyrénées est aussi une course révélatrice hein, de nouveaux talents, que ce soit chez les Françaises ou chez les étrangères. Emma Comte qui, l'année dernière, m'avait vraiment impressionnée. Et puis depuis, passé dans les rangs professionnels du côté de la Cofidis Women Team. Je pense également, côté français, eh bien, à Clémence Latimier, hein, qui vient de terminer 2e aussi sur le Grésivaudan la semaine passée, il me semble, hein, pour cette équipe de ma petite entreprise. Océane Mahé qui a ramené la première victoire de cette équipe eh bien, il y a de ça 15 jours maintenant. Tour du Haut-Limousin. Sur le Tour du Haut-Limousin, exactement. Donc on a aussi là de belles cartes à jouer, des filles qui grimpent très très bien. Pour aujourd'hui, on a également Alison Avoine, hein, pourquoi pas, pour un sprint. Et puis la dernière française que j'avais également surlignée, eh bien, c'est celle qui a porté eh bien, le maillot de meilleure grimpeuse sur la dernière Vuelta, Alice Coutinho, qui elle aussi est au départ de ce Tour des Pyrénées pour la Mayenne Montbana Maipai. Donc voilà, côté français en tout cas pour le classement général. Et après, on en a parlé, hein, les quelques sprinteuses également présentes côté français, avec Justine Jégu pour cette même formation Mayenne Montbana Maipai. Elle aussi, hein, auteur d'une très belle saison, toujours présente sur eh bien, les sprints. Elle avait d'ailleurs terminé 3e, je crois, sur la dernière étape du Tour de Bretagne, hein, qui était arrivée au sprint massif. Donc là aussi, une belle carte à jouer côté français pour cette première étape qui, voilà, on le répète, hein, devrait arriver au sprint, même si l'écart avec le peloton est en train de grandir. Ça grandit, plus de 3 minutes. Ouais. Maintenant, attention pour Eliska avec Vasnikova. Oui, vous parliez d'équipe Mayenne Montbana Maipai. C'est la formation qui a participé à toutes les éditions de ce Tour féminin des Pyrénées. Alors l'équipe ne s'appelait pas Mayenne Montbana Maipai. Elle succède à l'équipe Winspace Orange Seal. C'est une formation qui a été créée à l'origine en Charente-Maritime, devenue d'ailleurs un temps le Stade Rochelet. Charente-Maritime, elle est toujours dirigée par Jean-Christophe Barbotin et Justine Jégu, dont vous parliez, et la Mayonnaise elle-même. Oui, c'est vrai. À domicile, dans cette équipe nouvellement nommée Mayenne Montbana Maipai, qui a changé de département. Et dont la leader est Carolina Perekitko, oui. 4e en 2024 de ce Tour des Pyrénées. À ses côtés, Constance Valentin, Léa Rondel et Fiona Mangan, l'Irlandaise. Équipe qui avait terminé 2e hein, du classement général l'an passé avec la Polonaise, j'ai mangé son nom, qui est maintenant chez la Live Alola Jayco, qui était sur le Giro. Gontova. Voilà, Gontova, exactement. Bien joué, Freddy. Merci, la mémoire. Le peloton avec l'équipe Cofidis en tête. On va commencer évidemment hein, à devoir rouler. Alors on avait l'impression que le peloton avait pas mal accéléré. Puis en fait, au vu de l'écart, on se rend compte que pas tant que ça. Parce que je ne pense pas hein, que la concurrente de tête est largement accélérée. On est sur un rythme très linéaire. Hein. Quand on est en tête comme cela, on essaye de lisser son effort, d'en garder un petit peu pour le final évidemment, parce on vous l'a dit, un final assez tortueux et aussi assez difficile sur des petites routes. Mais on va arriver sur des routes justement qui vont être plutôt en la faveur hein, de cette femme en tête. Puisque là on est sur des grands bouts droits qui sont alors je pense pas qu'on la voit encore hein, du côté du peloton, mais du côté des poursuivantes on doit l'apercevoir hein, donc c'est vrai que c'est jamais la position de chassé n'est jamais la meilleure, mais dès qu'on va rentrer sur ces petites routes, et notamment dans pas longtemps hein, puisque on va y rentrer, si ma mémoire est bonne, du côté de la ville fortifiée Navarinx, voilà, à partir de Navarinx hein, donc dans quelques kilomètres maintenant. On va rentrer sur des routes beaucoup plus étroites, où il faudra faire attention du côté du peloton d'ailleurs. Et puis sur aussi des difficultés qui vont se superposer.
Il y a encore 10 km là de route qui ne sont pas vraiment favorables à l'échappée. Mais le chrono qui se maintient au-delà des 3 minutes. Et le petit sourire. Hein. Ouais, elle montre son maillot. Et puis vous avez vu, elle est venue jeter le vélo sur la ligne, hein, juste pour être sûre. C'est bien elle qui passe en tête et qui engrange les 15 points promis à la première sur la ligne. Eliska Vasnikova. Le peloton avec, bien vous le voyez, l'équipe UAE Team ADQ. Bien placée. 22 équipes au total dans ce peloton. 127 cyclistes engagés, 126 partantes ce matin. Mais déjà quelques abandons sur ces routes des Pyrénées. Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, Haute-Pyrénées demain avec l'ascension du Tourmalet. 36 km au niveau du peloton, on peut encore contrôler. Audrey, 3 minutes d'avance pour une fille en tête. On maîtrise derrière le rythme. Bien sûr, ouais, on est en maîtrise. Hein. C'est vrai que le peloton qui pour le moment ne s'inquiète pas trop de cette coureur en tête. Après, attention, on l'a dit dès le départ, hein, c'est des filles qu'on n'a pas l'occasion de voir beaucoup sur ces courses en France, en Italie, etc., qui courent beaucoup dans leur pays et dans l'Est de l'Europe. Et à ce petit jeu-là, parfois, on peut être surpris de tomber sur un os qu'on n'avait pas anticipé auparavant. On s'est dit, on a le temps. Et puis, cet os qui va résister. Hein, donc, attention de ne pas se faire surprendre. On le sait, on est aussi dans un peloton où on n'a pas multiples équipes en capacité de ramener sur une échappée. Hein. On a parlé de la FDJ United Suez, mais qui, je pense, va faire peser dans un premier temps le poids de la chasse à la Cofidis, hein, qui a peut-être la file la plus rapide avec Martina Alzini, et à la UAE ADQ avec Federica Venturelli. Donc il va falloir, je pense, dans un premier temps, compter sur ces deux formations. La FDJ United Suez, qui, même si elle fait office de favorite au classement général, aujourd'hui, sur cette étape, n'a pas la coureur la plus rapide et va donc, je pense, laisser le travail bien de chasse aux deux formations World Tour présentes également. À la deuxième formation World Tour présente la UAE ADQ et à la Team Cofidis qui font office de favorite pour ce sprint. Avant d'entrer vraiment dans le final de cette première étape, dans la partie un petit peu plus escarpée, un petit peu plus difficile, on va s'intéresser aux favorites. On a entendu Stolazza tout à l'heure, la double tenante du titre. On va écouter maintenant Juliette Berthet pour savoir ses sensations, son ambition évidemment sur ce Tour des Pyrénées avant ses prochaines échéances. Vous l'avez rencontrée, Juliette, à la présentation des équipes hier. On l'écoute. Des belles coureuses, je pense, pour jouer, et je pense que c'est une bonne répétition avant l'été, donc surtout avec le Tourmalet en deuxième étape, c'est vraiment chouette de pouvoir le faire en course, donc non, ça va être une belle course de préparation. La dernière fois que tu as fait le Tourmalet, c'était sur le Tour. Ouais. Tu en gardes quel souvenir? Un beau souvenir parce que j'étais bien. Après, j'ai pas vu le paysage, donc j'espère qu'on aura une meilleure météo pour profiter un petit peu au-dessus. Tu penses que ça peut être en ta faveur le fait que l'arrivée soit pas là-haut, mais plutôt en bas? Je pense, oui, par rapport à Paola Blasi, peut-être qu'elle a peut-être un petit peu plus peur de la descente. Je pense que je peux aller peut-être un peu plus vite qu'elle si jamais j'ai perdu un peu de temps sur elle dans la montée. J'espère pas, mais voilà, je pense que ça peut m'aider, ouais. Intéressante, hein, cette interview de Juliette Labousse qui a envie évidemment de se tester sur les rampes, hein, du Tourmalet, elle qui a pour objectif ultime cet été le Tour de France Femmes avec Swift, et qui va pouvoir de nouveau grimper ce Tourmalet en course après l'édition du Tour de France Femmes de 2023 où on était monté sur les pentes du Tourmalet. La victoire de Demi Vollering. Exactement, la victoire de Demi Vollering qui avait pris le maillot jaune ce jour-là. Et puis Juliette Labousse qui, je pense, a besoin de toute façon de tester aussi la forme du moment, savoir où elle en est justement par rapport aux meilleures grimpeuses du monde, et qui de mieux que Paola Blasi comme concurrente directe pour se tester. Non, c'est vraiment, je pense, un bon choix de la part de Juliette Labousse que de venir affronter les rampes du Tourmalet et ce Tour des Pyrénées pour un petit peu juger de la forme du moment, de ce qui lui reste à travailler d'ici
d'ici le mois d'août. Tourmalet qui avait été emprunté dans l'autre sens sur ce Tour de France féminin. Exact, on a été monté par la Mongie. On a vu la contre-attaque est désormais composée de 3 filles avec Ava Madison et Yasmine Lavergne qui ont rejoint Katia Verkerk. Donc on a dû se relever, je pense, côté belge pour attendre les 2 poursuivantes. Le paysage du Béarn avec la principauté de Las et son château des Énigmes, un parc de loisirs qui permet bien de découvrir tout en s'amusant le domaine du château de Las et son grand parc labellisé Ensemble arboré remarquable. Vous avez des filets suspendus, des tyroliennes, un labyrinthe de bambou et un musée qui vous invite à voyager dans le temps à la découverte d'une grande maison bourgeoise au XVIIIe siècle. Le château des Énigmes de Las. Pas le temps de répondre à des énigmes pour Eliska Gvasnikova qui se dirige vers Mourinx avec une idée en tête, et bien pourquoi pas remporter une belle course. Aujourd'hui, la première étape du Tour féminin des Pyrénées 2026. L'arrivée à Mourinx est jugée juste à côté du vélodrome Eddy Merckx. En tout cas, on la retrouvera forcément ce soir sur le podium, puisqu'elle portera le maillot, on lui remettra en tout cas le maillot bleu, celui du département des Pyrénées-Atlantiques, puisqu'elle a gagné ce sprint du kilomètre 64. Un sprint qui compte pas parmi les sprints intermédiaires, Exactement, pas le même pas de classement. points, mais un joli prix à l'arrivée. Et puis ce maillot distinctif qui est quand même important, qui permet de se distinguer aussi, notamment sur la deuxième étape pour le coup. Et un maillot bleu qui, alors je cherche, il est donc sponsorisé par les Pyrénées-Atlantiques. Et demain, ce sera une autre couleur. Ce sera du rose pour les Hautes-Pyrénées. Pour les Hautes-Pyrénées. Exactement. Alors ce ne sera pas exactement au kilomètre 65, vous avez vu Freddy? On sera dans la montée du Tourmalet. Donc ce ne sera pas un vrai sprint. Ce ne sera pas tout à fait un vrai sprint. Mais bon, kilomètre 65 oblige. Voilà, on n'a pas eu le choix de le mettre dans cette montée du Tourmalet. Le QR code si vous voulez poser des questions à Audrey Cordon-Rago. Merci Audrey d'être avec nous une nouvelle fois cette année pour commenter ce Tour des Pyrénées. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Le contre, toujours à distance. 1 minute 40. On a une petite question, Freddy. Alors, merci pour ce téléspectateur qui nous suit et qui vous remercie. Merci d'avoir apporté le cyclisme féminin tant sur le vélo qu'en dehors du vélo. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que j'ai pris ce sport, ça a été une passion tout au long de ma carrière. J'ai eu la chance de pouvoir le pratiquer pendant 17 ans au plus haut niveau et je vous avoue que j'en ai bien profité. Tout neveu, Louise Jean-Philippe et Sylvie de Nuit sur Armançon. Et donc, Jean-Philippe et Sylvie ont une question. Oui, alors on nous demande... Pourquoi parlez-vous de coureurs en parlant des filles? Alors que j'ai dit plusieurs fois coureuse moi-même. Ben voilà. Alors moi je parle de coureur avec un E, tout simplement parce que c'est une demande de la part du syndicat des coureurs cyclistes françaises, syndicat qui existe maintenant depuis fin 2019 à l'initiative de plusieurs personnes dont je fais partie parce que je suis vice-présidente de ce syndicat. Et c'est vrai que à la demande du syndicat qui estime que le mot coureuse n'est pas, même si français, n'est pas très adapté ou pas très joli à utiliser pour toutes ces cyclistes, a fait le choix d'utiliser le mot coureur qui en effet n'est pas dans le dictionnaire. Mais après tout, j'ai envie de dire, tous les ans on rajoute pas mal de mots au dictionnaire que je n'utilise personnellement pas. Donc voilà, on a fait ce choix d'utiliser pour le titre aussi du syndicat des coureurs cyclistes.
Voilà, parce que d'un point de vue, en tout cas, purement vocal, Esthétique. esthétique, plus joli, voilà, on trouve ouais. ça plus joli. Après, aucune obligation, chacun choisit ce qu'il veut. Moi, c'est mon choix, par respect pour ce syndicat et puis parce que j'en fais partie. Mais il n'y a aucune obligation. Les 2 plus grosses formations de ce Tour des Pyrénées que vous voyez à l'avant du peloton. FDJ United Suez à l'heure du ravitaillement. La formation UAE Team ADQ également. Et puis vous voyez les filles de ma petite entreprise dont on a parlé tout à l'heure. Cette formation française originale qui a remporté sa première course il y a quelques jours. Fondée à Chambéry en 2024. Vous voyez les écarts. Ouais, Merci. les écarts. Une 31 pour les poursuivantes et un petit peu plus de 3 minutes maintenant pour le peloton. Une 31, c'est peu et beaucoup à la fois. Devant, on ne peut pas se relever en attendant Là, une 30 parce que ça vous laisse qu'une 30 sur le peloton. Exactement, ouais, je pense que là, il aurait fallu attendre tout à l'heure hein, quand la poursuivante seule était à 35 secondes. Mais là, une 30, ouais, bon, ça me paraît... ce serait dommage en effet d'attendre, hein, de perdre autant de temps pour attendre 3 filles qui... enfin, voilà, on ne sait pas où elles en sont physiquement aussi, ça fait un moment qu'elles sont en poursuite. Aline Egui de Mourinx nous demande quelle est la moyenne des filles sur cette étape. C'est pour savoir à quelle heure ils doivent venir sur la ligne? Eh bien certainement. Ça doit être ça. Eh bien, on nous annonce un petit peu plus de 42 moyennes sur la deuxième heure de course. Donc, on doit être sur une moyenne horaire autour des 38 km/h, une moyenne depuis le départ. Donc voilà, et un vent quasi nul. On nous annonce 6 km/h de vent, avec un vent par contre qui est plutôt défavorable, hein, plutôt de face, mais pas très fort aujourd'hui. Si vous êtes du côté de Mourinx et que vous mettez le nez à la fenêtre, vous verrez que les branches et les arbres ne bougent pas beaucoup. Ce qui normalement ne devrait pas affecter en tout cas la course. C'est vrai qu'on aurait pu, hein, sur ces grands bouts droits que l'on a depuis tout à l'heure, assez découverts, avec un vent un petit peu plus fort et de côté, assister pourquoi pas à quelques bordures. Mais aujourd'hui le vent n'est pas bien dirigé et surtout il n'y en a pas assez pour provoquer des cassures dues au vent. Merci pour ces précisions, Audrey. Pour être complet par rapport à la réponse que l'on peut apporter à Aline Egui qui nous demandait également quelle était l'étape de demain. À Reims-Marsous, Bagnères de Bigorre. Le programme de demain, on se retrouvera un petit peu plus tôt d'ailleurs. On se retrouvera vers 13h pour cette étape la plus courte. 94 km 900, mais la plus raide aussi avec près de 2000 mètres de dénivelé positif demain. Et puis vous avez vu, on est suivi depuis les Pays-Bas, Freddy. Oui. Avec Rick Groth qui nous demande si on a toujours quelques coureurs de la XDS China Women Team. L'équipe chinoise. Oui, on a encore 5 coureurs en course pour cette 4 coureurs en course pardon pour cette formation. En effet, on a eu 2 abandons depuis le start ce matin. Mais il nous reste eh bien encore la Kazakh Violeta Kazakova, la chinoise Yundan Wen, l'autre chinoise Qiuying Zhu et Xiaoyan. J'ai pas fait chinois en deuxième langue, je suis désolée. Xiaoyan Zhu. Bien joué. Ah non, mais je vois que vous avez été. Vous avez fait chinois en troisième langue? Évidemment. Après l'anglais, bien sûr. Bien sûr, oui. Merci Audrey. Shen Hongjin a abandonné et Akpeil Osim également. Allez, la contre-attaque avec les 3 cyclistes. Katia Verkerk, la première contre-attaqueuse du jour, qui a ensuite été rattrapée par Ava Madison, Dossard 93, et Yasmine Lavergne, Dossard 134. Devant, c'est toujours Eliska Gvasnikova, la Tchèque, qui mène la course. Toujours sur des portions assez larges. On va bientôt tourner. Hein. Oui. On est passé là hier, Audrey. On va bientôt tourner dans 5-6 km. On va commencer par prendre un petit village d'abord, puis Navarinx. Et ensuite,
vous aurez des routes un petit peu plus tortueuses, un petit peu moins au soleil aussi, un petit peu plus d'ombre, un petit peu plus d'arbres, parce qu'il fait chaud sur les routes du Tour des Pyrénées aujourd'hui. Oui, on nous annonce autour des 25 degrés. Alors je pense que c'est à l'ombre, parce que parce qu'on avait un petit peu plus chaud au soleil. Mais température à l'ombre autour des 25 degrés. Donc on est plutôt sur des conditions météo idéales, hein, pas trop de vent. Il fera plus chaud normalement à partir de demain pour ces 2 dernières journées. L'an passé, on était sur une météo assez capricieuse. On avait eu très très chaud le premier jour et un petit peu moins les 2 jours suivants. En haut du Soulor, sous le brouillard, il faisait voilà, pas très chaud. Exactement. Et puis même du côté de Pau, on avait même eu un petit peu de pluie. D'ailleurs, je me souviens des coureurs qui étaient arrivés tachetés de boue. On avait pris la pluie. Cette année, a priori, ça restera sec et surtout, il va faire très chaud dans les 2 prochains jours. Au sprint intermédiaire numéro 2, on l'a vu, Kvasnikova est passée en tête, évidemment, devant Verkerk, Lavergne et Madison. Et un point intéressant, c'est Federica Venturelli, en italien. Quel accent. On parlait des langues tout à l'heure, voilà, on essaie. Voilà, Federica qui a pris 3 points de plus, c'est elle qui était passée en tête au sprint numéro 1 en pochant déjà 15 points. Elle a donc 18 points à son compteur, Federica Venturelli, pour ce maillot de meilleure sprinteuse. Attention, il y a beaucoup de points à l'arrivée. Oui, beaucoup de points à l'arrivée, puisque cette année, petit changement d'ailleurs en termes de points. C'est vrai que l'année dernière, c'était Ustolaza qui était venu chercher le maillot de leader des sprints, bien dû notamment à ses victoires à sa victoire au sommet du Soulor. Cette année, un petit peu moins de points attribués sur ces étapes dites difficiles et un petit peu plus de points notamment sur cette étape, puisqu'on aura exactement, je me le suis noté, Freddy, sur cette première étape sera attribué à l'arrivée 40 points à la première, et donc des points sur les 15 premières classées. Et puis pour les 2 prochaines étapes, beaucoup moins de points, puisque demain seulement 30 points attribués, après-demain seulement 30 points attribués, et demain seulement 20 points attribués à l'issue du Tourmalet. Donc voilà, normalement cette année, si tout va bien, le maillot de sprinter sera attribué à une sprinteuse, ce qui est plutôt logique. Et du coup, c'est une bonne opération pour Federica Venturelli parce que 18 points d'empoché déjà. On peut évidemment l'imaginer bien placée à l'arrivée, peut-être même sur la première marche du podium. Elle pourrait donc revêtir ce maillot distinctif du côté de Mourinx à l'issue de cette première étape. Maillot distinctif qui sera vert. Exactement. Avec le partenaire de ce maillot vert, Terrega, partenaire depuis la première édition, je crois. Et puis on peut vous parler de tous ces maillots de leader, puisqu'on aura le maillot jaune Toray pour la leader du classement général, le maillot blanc à pois, rouge CIC, évidemment partenaire titre de ce Tour des Pyrénées, le maillot blanc de la meilleure jeune, un maillot blanc Total Energy, et puis le maillot orange Maison Paris-S, plus les maillots bleus et roses pour ces sprints particuliers, maillot orange de la meilleure combative. On profite de ces beaux paysages du Béarn. Vous avez vu en fond les Pyrénées et le peloton qui roule. Et puis alors je sais pas ce que vous en pensez, Freddy, mais on n'est pas organisé au sein de ce peloton. Alors on a des formations qui roulent ensemble, notamment la Mayenne Montbala Maipai que l'on voit à l'image, ou encore la Volker Wessel des lignes Hansen, mais pas d'équipe qui pousse forcément la chasse. On avait tout à l'heure UAE-ADQ, mais on ne les a plus à l'image. On a reculé un petit peu. On en a une là à l'avant, mais on n'est pas forcément en train de rouler. On laisse un petit peu le peloton rouler massif, alors qu'on est en train de remonter du côté de la UAE-ADQ. On va peut-être me faire mentir à partir de maintenant. Mais en tout cas, la chasse n'est pas enclenchée. Du côté du peloton. On protège aussi ses leaders.
en se plaçant Ouais. devant. Bien sûr, puis on va arriver dans le Money Time, 25 km de l'arrivée pour la tête, on est un petit peu plus loin évidemment pour le peloton, mais on arrive, comme on vous le disait, vous voyez, dans cette localité où on a quelques dangers avec ces rétrécissements, ces chicanes, donc on veut être à l'avant pour voir ce qui se passe, pour eh bien protéger ses leaders, ne pas partir à la faute, on vous l'a dit un petit peu plus tôt dans l'étape, mais l'équipe FDJ Suez, United Suez qui est partie, apparemment toute l'équipe est partie à terre, donc on n'a pas eu de nouvelles négatives, apparemment tout le monde est revenu dans le peloton, mais voilà, ne pas se faire surprendre. On a un plateau de coureurs qui est quand même très hétérogène, avec des filles qui n'ont pas forcément l'habitude de courir ces grandes courses et qui viennent se tester ici, viennent apprendre, mais n'ont pas les réflexes qu'ont une Juliette Berthet ou une Marie Lenette dans un peloton international qu'elle côtoie tous les jours. Donc il faut faire attention, il faut rouler à l'avant. On vous le dit d'ailleurs dans l'oreillette, et je pense que les directeurs sportifs le répètent à plusieurs reprises depuis le début de cette étape. Courez à l'avant, mettez-vous en sécurité, restez ensemble. Le problème, c'est que quand on court ensemble, quand il y a une chute, souvent c'est l'équipe entière qui tombe. Et là, c'est ce qui s'est passé, je pense, du côté de la FDJ United Suez. 2 questions, Audrey. Théo de Saint-Pé-sur-Nivelle nous demande s'il y a un maillot de meilleur grimpeur. Donc oui, il y a bien un maillot de meilleur grimpeur, vous les avez énumérés. Et Nino de Vienne nous demande vos coureuses préférées. Alors, ce que vous avez dans le peloton des coureuses, avec qui peut-être vous avez couru? Bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai couru avec beaucoup d'entre elles. Alors, j'ai une affection particulière pour Marie Lenette, la championne de France, qui est originaire. On habite à 3 km à peu près l'une de l'autre. Enfin, en tout cas, sa maman. La force des Bretonnes. En Bretagne. Donc, j'ai forcément une amitié particulière pour les Bretonnes, même s'il n'y en a pas beaucoup au départ, c'est vrai. Et puis Juliette Berthet, avec qui j'ai partagé évidemment beaucoup de sélections en équipe de France, dont les derniers Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble, on se connaît très très bien avec Juliette. Une de belles places sur le chrono, 9e pour vous, 4e pour Juliette. Avec l'équipe de France de Paul Brousse, c'était très sympathique. Exactement. Ce chrono à Paris. Et puis d'autres coureurs avec qui j'ai été coéquipière, notamment on en parlait tout à l'heure, Yulia Biryukova, la championne d'Ukraine, avec qui on a partagé aussi beaucoup de compétitions, elle qui a une histoire familiale compliquée, avec 2 frères au front sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui. Et qui vit des moments pas faciles familialement, et qui malgré ça est toujours sur la route et donne le meilleur d'elle-même. Et puis mon petit coup de cœur, c'est aussi Fariba Hashimi. On en parlera peut-être un peu plus tard puisqu'on a envie d'aller l'interviewer avec Sarah. Mais Fariba Hashimi, la championne d'Afghanistan, qui elle aussi vit des instants très difficiles en étant très très loin de son pays et très loin de sa famille. Elle qui a pris le parti de la liberté en venant pratiquer un sport interdit, fermement interdit en Afghanistan, qui pour cela fuit son pays. Donc voilà, il y a des filles comme ça avec des histoires particulières qui nous touchent. Bien sûr. Merci Audrey de le signaler. Eliska Gvasnikova, qui sera la plus combative du jour, est dans Navarinx, la place forte de Navarinx, avec ses remparts, plus de 1600 mètres, 10 mètres de hauteur, classés au monument historique, et des constructions militaires qui témoignent de son riche passé historique, avec bastion 2001, porte fortifiée, éléments défensifs qui ont été construits à partir de 1538 pour se protéger de la Navarre espagnole et de la province basque de la Soule. Voilà, Navarinx, c'est le cœur du territoire, vous l'avez vu, des mousquetaires béarnais. C'est Louis XIII qui fonda la compagnie des mousquetaires, qui est venu en personne à Navarinx. Décidément, les rois étaient aimés, cette terre béarnaise et basque. Parce qu'en partant de Saint-Jean-de-Luz, on était sur les terres de Louis XIV. Oui, aussi. Et Freddy, vous n'avez pas répondu à la question. Quels sont vos chouchoutes à vous? Ah, vous avez essayé de contourner la question, parce qu'en plus, apparemment, vous le connaissez un petit peu. Vous la connaissez un petit peu, la personne qui a posé la question. Absolument, c'est vrai, vous avez raison.
Mais j'ai pas de coureuse préférée, moi, Audrey. Oh, vous aimez les Charentaises, les Poitevines. Il y en a quelques-unes dans le peloton. Elles ne sont pas présentes sur ce Tour des Pyrénées, c'est vrai, mais il y en a quelques-unes que vous avez rencontrées depuis le plus jeune âge en tant que journaliste. Exactement, et vous en faisiez partie, Audrey, de ces cyclistes, puisqu'on a beaucoup suivi avec France 3 Poitou-Charentes, l'équipe FDJ United Suez, de son nouveau nom, Vienne Futuroscope, au départ, créé par Gatien Merlot en 2006. Et on salue le travail de Stéphane Delcourt, qui a propulsé cette équipe au premier rang mondial avec il y a 19 succès cette saison. On vous le rappelait, on revoit Navarinx à l'image. La ville fortifiée, c'est joli. Et on se rapproche tout doucement du prochain grimpeur. Prochain grimpeur qui sera d'ici 6 petits kilomètres maintenant. On va y arriver tout doucement. 1 minute entre Eliska Vasnikova et ses poursuivantes. Près de 3 minutes encore d'avance sur le peloton. Ouais, et moi, ça me... À 21 km de l'arrivée. Je sais pas vous, Freddy, mais moi, ça m'inspire quand même un sacré feu d'artifice dans les prochaines ascensions. Hein, parce qu'il va falloir aller les chercher, ces 3 minutes. Si on continue à rouler à cette allure-là, il n'y aura pas de sprint. Hein. Donc, je pense que certaines équipes qu'on n'a pas encore vues à l'avant du peloton, et je pense à la FDJ United Suez, doivent avoir un petit plan dans la tête, durcir dans ce final. Avec, on l'a vu, hein, on l'a repéré hier, Freddy, après les ascensions, il y a aussi pas mal de descentes assez tortueuses où on peut faire des différences, où on peut essayer de sortir, et un final qui, à mon avis, a inspiré pas mal d'équipes. Si on suit le Tour Auvergne-Rhône-Alpes en ce moment même sur les antennes de France Télévisions, on sait que les baroudeurs ont du succès. Alors pourquoi pas ? Exactement. Sur cette étape des Pyrénées. Sur des étapes assez similaires à celle-ci, avec voilà, des difficultés dans le final, avec une échappée qui part en début d'étape et qui en effet va au bout et défie, hein, et résiste au peloton. Parce que dans le peloton, pas forcément de grands sprinteurs, en tout cas pas de grands noms du sprint. Et on est un petit peu dans ce cas-là aujourd'hui. Hein, donc pourquoi pas espérer qu'on puisse résister. Alors le profil a changé, hein, vous l'avez vu, Audrey. Et on y est au pied de ce deuxième grimpeur. 3 km 600. Pourcentage de 3,13 en moyenne évidemment, mais un maximum à 10%. Ouais, alors pour l'avoir repéré, hein, Freddy, c'est un grimpeur assez... qui n'est pas lisse, hein. On a des montées, des descentes, c'est très long, mais on a des petites descentes au milieu du grimpeur pour pouvoir récupérer, puis ça remonte, et c'est vraiment pas régulier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, c'est très irrégulier. Ouais, très irrégulier. Avec une première partie néanmoins qui monte assez longuement, et ensuite effectivement on a cette partie irrégulière. On bouge un petit peu plus les épaules. Oui, un petit peu plus laborieux, hein, ouais. Du côté de la Tchèque. Elle aime bien le contre-la-montre, mais peut-être moins dans son domaine, dans ses pentes un petit peu plus raides. Eliska Vasnikova. Et puis derrière les poursuivantes, toujours autour de la minute. Ça pourrait être bien le moment pour elle de rentrer. En tout cas, elle fait un sacré numéro, Eliska Vasnikova. À rentrer à condition d'imprimer un rythme plus élevé, évidemment, que la fille en tête. Et pour l'instant, voilà, le chrono est stabilisé autour de la minute. Et j'ai pas l'impression que ça roule beaucoup plus vite. À l'image, en tout cas, avec les 3 non, poursuivants. J'ai pas l'impression non plus, en fait, avec Freddy, que ça roule beaucoup plus vite. Puis surtout, ça roule les unes à côté des autres. On fait avec les moyens du bord. Là, j'ai l'impression pour ces 3 poursuivantes. Qui devrait, hein, avec l'écart qu'il y avait en tout cas, qu'il y a en tout cas maintenant, puisque vous voyez le peloton qui n'est pas encore, hein, au pied de ce grimpeur. On devrait se partager les points de la montagne, hein, pour les 4 filles à l'avant. 3 points, 2 points, 1 point. Il n'y en aura que pour les 3 premières. Oui. Ce meilleur grimpeur.
Un grimpeur de 3e catégorie, encore aujourd'hui. Ça se compliquera demain avec le Tourmalet, évidemment, classé hors catégorie. On aura beaucoup plus de points à aller chercher. Et aucune n'a pris des points Sur au le meilleur premier. grimpeur. Oui, c'était le premier meilleur grimpeur, c'était Églantine Rayet, devant Owen Roberts et Julia Aubry. Donc ça se fera eh bien, à la place, à la place sur la ligne. Eliska Kvasnikova, la Tchèque, à l'image, encouragée, vous le voyez. Les drapeaux bleu, blanc, rouge. Il était déjà là l'année dernière, je me souviens de ses supporters. Les super nanas et les encouragements pour Eliska Kvasnikova. Ah, ça fait toujours plaisir, ça vous donne un petit coup de boost. Cinquième édition de ce Tour des Pyrénées, ça y est, le peloton est lui aussi. Et vous voyez qui vient en tête de ce peloton, c'est la première fois Dans qu'on la le voit avec Léa Curigné pour la FDJ United Suez. Dans sa roue, la championne d'Allemagne, Francesca Kor. Et pour la repérer, c'est facile. Vous voyez son maillot et à côté, le marquage de l'équipe UAE. Team ADQ. Ouais, on est à l'avant avec Paola Blasi, déjà bien placée. Dominika Vlodarczyk également. Et là, on Blasi, devrait voir c'est l'écart diminuer Ouais, on a déjà repris 40. de façon assez significative. 40 Contre. Pour la Volker Weissel, ça y est, on met le feu aux poudres. On s'en doutait que ça allait bouger côté peloton dans ce dernier grimpeur. On a Elin Janssen dans cette équipe. Volker Wessels, qui était déjà là l'année dernière, celle qui est en tête de la Coupe de France. Par Léa Curigné. Ça va bouger aussi, côté ma petite entreprise. Quart de minute 15. Vlodarczyk pour la UAE-DQ, tout de suite dans la roue de Clémence Latimier pour ma petite entreprise. Alonso également pour la NE4. Et ça repart. Deuxième salve pour la Volker Weissel. On a bien compris cette équipe qui, même si on a Elin Janssen qui, pourquoi pas, attention Paola Blasi qui répond. Facile à reconnaître Paola Blasi avec les chaussures rouges. Suivi par Dixon. Et la couette. Et attention pour Ouais, la ils FDJ sont United petit écart. Suez de ne pas se laisser piéger. Ça va revenir. Ça revient. Ça devrait repartir, je pense, Avec côté Volker Weissel. Juliette qui était là, Juliette Berthet, maillot noir. Et oui, c'est reparti, vous aviez raison. Et c'est pas Elin Janssen elle-même? 66. Oui, c'est elle. 56, Elin Janssen, c'était bien elle. Elle-même, tout de suite suivi par Emma Comte. Victorieuse de la classique du Morbihan, Elin Janssen. Emma Comte dans sa roue. On regarde. Alice Coutinho qui remonte à droite pour la Mayenne Mombala Maipai. Et on discute du côté de la Cofidis. Elin Janssen qui s'agite un petit peu, mais pour la Cofidis, on a un plan, c'est celui d'amener Martina Alzini au sprint. Martina Alzini qui fait toujours partie de ce peloton, on la voit sur la droite de l'écran, un petit peu en retrait. Marie-Lenette, la voici, son maillot bleu-blanc-rouge. Vous voyez qu'elle est dans le peloton, vous n'avez pas menti. Ça attaque de nouveau en tête de peloton. Avec la Volker Weissel, toujours de la Vini Fantini et de Francesca Kor pour la FDJ United Suez. Cette fois-ci, c'est Malou Hayssen. Oui, exactement. Francisca Kor, bien placé. Vini Fantini, il me semble que c'est Gaia Segato qui, elle aussi, revient du Giro, l'italienne, avec le casque rose. L'écart à 1,40 maintenant pour le peloton. Francisca Kor qui prend la tête de ce peloton. Un rythme soutenu dans cette deuxième difficulté du jour. Ça revient très vite, le peloton qui a repris plus de 2 minutes en l'espace de 3-4 km maintenant d'ascension. Allez, plus que 500 mètres pour la leader de la course.
pas sûr que du côté des poursuivantes, on puisse passer le grimpeur. Hein. Moi qui pensais qu'elles allaient pouvoir aller chercher les points, ça me semble compromis. C'est pas garanti, effectivement, avec cette allure en tête de peloton. Et ça rattaque du côté de la Mayenne Montbala Maipai. Les mêmes équipes hein, que l'on voit à l'attaque, suivent les coups. Vous aurez remarqué que la Cofidis, on suit, mais on ne répond pas. Hein. Et on est dans un deuxième rideau. Est-ce que Venturelli est toujours là également pour la UAE ADQ? En tout cas, Juliette Berthet pour FDJ United Suez est bien placée. Et ça va repartir côté Volker Toujours la même Wessel. équipe. Volker Wessel Cycling Team à l'attaque dans ce final de la première étape du Tour des Pyrénées. Le meilleur grimpeur. Elle va franchir la ligne. Eliska Vasnikova qui va prendre les 3 points. Elle n'a plus qu'1 minute d'avance et on devrait voir ses poursuivantes reprises par le peloton. Voilà, c'est fait. Un petit peu plus découvert dans cette partie. Et puis ça ne final. redescend pas tout de suite. Hein. Il y a encore un long plateau. Alors que Yulia Biryukova, hein, la championne d'Ukraine pour la Laboral Kucha, qui vient de sortir avec la Volker Wessel. Et elle prend le relais. Elles sont 2 derrière CFDJ United Suez qui tente de revenir sur les 2. C'est Léa Curigny hein, qui est à la manœuvre derrière pour la formation française. On a fait un petit gap. Et ça va revenir au train. On ne les relève plus. Elle passera pas. Ouais, étonnant hein, parce que côté Laboral Kucha, on n'a pas forcément une sprinteuse de renom, si ce n'est peut-être Catalina Soto Campos, hein, la championne du Chili, qui a une bonne pointe de vitesse, mais de là à aller battre les Alzini ou les Venturelli. On peut peut-être prendre d'autres questions, Oui, Freddy. absolument. Est-ce que les cyclistes arrivent à vivre de leur discipline? Question de Josette et Dédé. Alors, dans ce peloton particulier hein, du Tour des Pyrénées, pas toutes. On a des équipes continentales hein, où malheureusement il n'y a pas de salaire minimum imposé. Donc, on n'a pas forcément les moyens de vivre que de son sport. Beaucoup d'étudiantes. Peloton qui revient sur Ouais. les poursuivantes. Il y a plusieurs niveaux d'équipes dans le Exactement. cyclisme féminin. Audrey, on a parlé des World Tour avec FDJ Suez United et puis avec l'équipe UAE Team ADQ. Et la Laboral Kucha également. Et puis après, on a les équipes de deuxième niveau comme la Cofidis, ma petite entreprise, Volker Wessel, Mayenne Montbala Maipai, la Canyon SRAM, la Canyon SRAM Génération, la Livalola Jayco, qui sont elles des équipes de continentales, donc second degré, qui elles ont un salaire minimum à imposer à leurs coureurs. Et puis après, on a les UCI Conti, Oui. où là, le cahier des charges est un petit peu moindre que les équipes citées auparavant. Et on a également des Conti fédérales, hein, puisque la France qui elle aussi compte des Conti fédérales, dont la Vendée féminine RVC, qui fait partie de ce niveau Conti fédéral, avec également la deuxième équipe, c'est Abadi Magnan. C'est les 2 équipes françaises qui sont des équipes amateurs, mais qui ont Peuvent participer à des courses professionnelles. qui ont cette licence continentale qui leur permet de participer à ces courses professionnelles. Elles sont invitées d'office sur les courses françaises notamment. Eh oui, ah bah Eliska Vasnikova. ça c'est pas bon signe hein, quand les Toujours en voitures tête, ouais, qui commence à vous neutres, doubler. vous doublent, c'est qu'il y a moins de la minute. Hein. Ouais, on est même à 39 secondes pour le peloton qui est en train de revenir sur les 3 poursuivantes, Katia Verkerk, Abba Madison et Yasmine Lavergne. Et bientôt sur Eliska Vasnikova. C'est vrai qu'il suffit d'une pente, hein, alors assez longue, hein, 3 km 600 pour que eh bien,
Les cyclistes les plus fortes impriment un rythme soutenu en tête de peloton et On nous annonce 39 secondes. ouais, fasse tomber l'écart, c'est ça. Un petit peu moins de 15 km de l'arrivée à Mourinx. Et on s'est quand même disputé pour les poursuivantes Oui. les points du meilleur grimpeur avec Katia Verkerk qui va venir chercher les 2 points. Et le dernier petit point il a été pris bien par Jasmine Lavergne du team Abadi Magnan. On n'est pas encore revenu. Hein. Non, non, non. On n'est pas encore En point de revenu. mire. Sur une portion un petit peu plus plate, un plateau avant d'emprunter cette descente très technique qui va maintenant arriver d'ici 2 km à peu près. On aura 2 descentes techniques, mais vraiment techniques pour le coup. Attention de ne pas se faire surprendre. Alors, si on a un peu d'énergie encore pour les 3 poursuivantes, il faudrait basculer dans cette descente. Oui, ouais, c'est vrai. Devant avec quelques secondes encore. Puis après, on ne sait jamais parce que c'est plus compliqué pour un peloton d'aborder cette descente. D'aller vite en tout cas. Allez, Eliska Gvasnikova, elle se pose pas de questions. Il n'a plus à se poser. 39 secondes d'avance toujours sur le peloton. Pour l'instant, l'écart s'est stabilisé. À moins de 14 km de l'arrivée. Pour une belle victoire dans une carrière. Ouais, c'est vrai que attention quand même pour le peloton de ne pas se faire piéger, je le redis, mais on a ces descentes techniques, on a également une arrivée technique, les 4 derniers kilomètres avec 3 ronds-points à négocier, et puis dans le dernier kilomètre une jolie courbe en descente en ville, et puis un dernier rond-point à 400 mètres de l'arrivée. Donc vraiment, je pense qu'on a dû aller repérer pour la plupart parce que c'est une arrivée ouais, technique, mais aussi rapide, quoi. On est vraiment sur un profil descendant qu'il va falloir être positionné à l'avant du peloton. Ne pas se faire surprendre, ne pas prendre de cassure non plus pour des filles qui ne voudraient pas faire le sprint mais qui voudraient jouer le général. On peut facilement perdre quelques secondes sur cette ligne d'arrivée. Donc tout ça est à prendre en compte évidemment dans un final qui s'annonce électrique. Qui pourrait rouler en tête de peloton, l'équipe Cofidis qu'on a vu en deuxième rideau jusqu'à présent pour sa sprinteuse? Logiquement, c'est vrai que maintenant on arrive sur un terrain où il n'y a plus grande ascension, même si on est là dans une petite remontée non répertoriée, mais qui fait bien mal, un petit faux plat montant là. Mais après ça, on va être vraiment sur des portions où on va pouvoir, où Alzini ne devrait plus avoir de problème à passer. Donc on va prendre normalement les devants pour aller boucher les dernières secondes qui les séparent des poursuivantes et de la coureuse de tête. On va l'écouter, Martina Alzini, juste avant la descente et avant que le peloton ne fonde vraiment sur les poursuivantes. Je suis très contente d'être ici. Il y a le soleil, il fait beau et la forme, j'espère que ça va. À l'entraînement, ces dernières semaines à la maison, tout s'est passé bien et du coup, on espère demain de concrétiser cette bonne état de forme. La première étape, c'est normalement un sprint. C'est pour vous? Alors, on espère, mais on ne dit pas la tactique de l'équipe et 2, on verra parce qu'il y a pas mal de possibilités de quelques échappées, des attaques, on verra. Quels sont vos adversaires au sprint? Il y a beaucoup de roues vite, je pense à FDJ est super bien représenté, du coup on verra. Mais quand même c'est bien de regarder notre équipe, notre course et on verra demain. Et demain, c'est aujourd'hui, demain c'est maintenant et vous voyez le peloton avec bien les meilleures sprinteuses qui revient ce peloton sur d'abord les 3 poursuivantes qui n'étaient pas loin de revenir elles aussi sur Eliska Gvasnikova. Et à quasiment 10 km de l'arrivée, on devrait assister à un regroupement général. Allez, les dernières forces dans la bataille pour la Tchèque et ses poursuivantes. Katia Verkerk, Ava Madison, Yasmine Lavergne et le peloton derrière. Peloton emmené par ma petite entreprise sur la droite de la route. Également en plein centre, l'équipe FDJ United Suez ainsi que la Mayenne Mombana Maipai. On ne veut pas se faire piéger. Et c'est des équipes, alors la Mayenne Mombana Maipai, on en a parlé avec Justine Jégu qui va plutôt vite, qui aime aussi ses arrivées un peu scabreuses. Et puis du côté de la FDJ United Suez, à mon avis,
on va encore essayer quelque chose avant l'arrivée. Hein. Avec les cartes que l'on a en main, on peut essayer, pourquoi pas, de faire une descente un petit peu rapide. Ouais, le peloton qui a repris les 3 contre-attaquantes. On y est dans cette descente. On y est dans la descente, exactement. On a vu Eliska Vasnikova à la fois se ravitailler et s'étirer un peu. Et c'est là qu'il va falloir bien se positionner. Ne pas se faire surprendre par cette descente. 11 km de l'arrivée. Les cyclistes qui sont autour de Luc de Béarn. Si vous connaissez ces routes, près de Mourinx. Luc de Béarn, Monin, la Hourcade et enfin l'arrivée à Mourinx. À côté du vélodrome Eddy Merckx. C'est Léa Curinier qui fait la descente pour la FDJ United Suez. Et évidemment, hein, pour cette formation FDJ United Suez, on est aussi, on le disait avec Juliette Labousse tout à l'heure, Juliette Berthet pardon tout à l'heure, qui vient préparer hein, le Tour de France sur ce Tour des Pyrénées, mais également des coureurs comme Léa Curinier qui font partie de ces filles, de ces coéquipières de luxe hein, qui sont tout le temps à la manœuvre au devant du peloton. C'est fini pour Eliska Vasnikova, la plus combattante du jour. Bravo à elle. Elle a animé cette étape. Et merci Audrey de répondre à la question d'Armel et Denise, qui sont de Monin, qui connaissent bien le coin. Encore une attaque. Eh oui, ça n'en était pas fini, on s'en Volker doutait. Wessel, hein. eh oui. Pour les équipes qui n'ont pas de sprinteuses extrêmement rapides, on va essayer. Oh, il y a eu une chute à l'arrière. Il y a eu une chute à l'arrière. Une accélération devant. Et derrière une chute Audrey. Ouais, on vient de passer hein, le panneau des 10 km restants. Ouais, il y a eu une chute. Alors, j'espère hein, personne s'est fait trop mal. Je disais la plus combative du jour. Pour Eliska Vasnikova. Ouais, double récompense sur la ligne. Et pour terminer par rapport au Tour de France et la préparation au Tour, oui. Évidemment, on la voit, elle est en train de remonter avec les chaussures rouges hein, pour la UAE ADQ. Et Paola Blasi hein, fera partie des filles à suivre cet été. Et je pense hein, qu'elle aura l'objectif d'accompagner également Elisa Longo Borghini, une italienne, championne d'Italie, qui elle aussi fera partie des favorites sur le Tour. Et Paola Blasi qu'on suivra évidemment demain dans le Tourmalet pour voir vraiment son état de forme. Bien sûr. Hein. On s'en rappelle de Paola Blasi l'an dernier, qui elle aussi, qui était la leader hein, de cette équipe UAE. On avait roulé pour elle. Hein. Je me souviens de Brody Chapman qui avait fait un train d'enfer hein, au pied du Soulor, et puis Paola Blasi qui avait un petit peu explosé au vol, qui n'avait pas pesé sur le final face à Ochoa Ostolaza. Mais déjà à l'époque, hein, on faisait confiance à la jeune Espagnole. Cette année, elle a pris de l'ampleur. C'est une toute autre coureur qui se présente sur le départ de ce Tour des Pyrénées. Et Brody Chapman qui avait fait un sacré numéro lors de la dernière étape en s'imposant. Qui avait été chercher la victoire. La victoire, ouais, Ochoa Ostolaza avait terminé deuxième, confirmant bien son statut de meilleur cycliste de ce Tour des Pyrénées 2025. Encore une attaque, toujours la même équipe en tête de peloton. Oui, avec Sophie Van Berswerth hein, qui attaque cette équipe Volker Wessel qui mériterait presque le prix de la combativité à elle toute seule. Le prix de la combativité par équipe. Exactement, parce que franchement, on s'emploie dans ce final. Mais ça suit pour le moment. C'est quand même un sprint hein, qui se profile maintenant, Freddy. Cette nouvelle descente un petit peu technique. Et après ça, eh bien, on aura une grosse portion de plat avant les 4 derniers kilomètres qui seront très techniques en ville, avec beaucoup de mobilier urbain, beaucoup de ronds-points. Oh, ça va très vite. Attention là. Sophie Van Berswerth qui prend des risques dans cette descente. Quand
vous avez le vélo qui tremble dans le virage, c'est qu'on Attention. est sur le fil. Hein, ouais. C'est limite. Et le peloton bien étiré. Hein, il faudrait, si on avait des images de l'arrière du peloton, on se rendrait compte qu'il y en a qui doivent être en train de, d'être presque lâchés, hein, parce que c'est descendu très très vite. Peloton très étiré. Celles qui ne sont pas très à l'aise en descente, tout de suite, sont mises en difficulté hein, dans ces portions. Ça rattaque côté Vini Fantini. Peloton en file indienne. On voit Marie Lenette bien placée. Et encore une accélération de Volker Wessel Cycling Team. Laura Molnar. Ouais, suivi par une coureur de la deuxième équipe tchèque, hein, l'équipe Dukla. Alors qu'on aperçoit l'église Saint-Giron de Monin, construite entre 1464 et 1520, classée monument historique en 1913. Célèbre pour son architecture et surtout pour sa charpente, coque de navire inversée en chêne. Œuvre unique qui est aussi célèbre que la charpente de Notre-Dame de Paris. Et vous apercevez aussi sur ces images le coteau face à Bos d'Arros. Et côté course, Freddy, Juliette Labousse hein, qui vient d'aller chercher un coup. Oui. Qui teste les jambes. Federica Venture, il est bien présente hein, dans la roue de Dominika Wlodarczyk pour la UAE ADQ. Dominika Wlodarczyk avec les liserés, vous voyez sur les manches, d'ancienne championne de Pologne. Et derrière, c'est le grand gabarit de l'italienne, la sprinteuse de cette équipe. Ça va permettre à certaines de revenir peut-être dans le peloton là. 6 km de l'arrivée. Et j'en profite pour remercier Laetitia Villejoubert pour ces images de patrimoine qui nous permettent de découvrir également la région traversée par les cyclistes du peloton Tour féminin des Pyrénées. Allez, c'est reparti. Hein. La Volker Wessel qui ne s'arrête jamais avec Laura Molnar hein, qui en met une petite à son tour. Tout de suite suivi par la Cofidis et c'est Bourlova, hein, Christina Bourlova qui a tout de suite sauté dans la roue. Wlodarczyk également en contrôle pour Venturelli. Déjà bien placée la sprinteuse de l'UAE ADQ. Et de Yaerazo pour la Laboral Kucha présente également. « 5 km 500 avant l'arrivée à Mourinx. Alors on a une petite difficulté du côté de Mourinx. On ne pourra pas vous proposer de vue d'hélicoptère puisque l'hélicoptère n'a pas l'autorisation de voler. Il y a plusieurs entreprises du côté de Mourinx qui ne permettent pas le survol par hélicoptère. Donc nous n'aurons que des images de moto. Merci aux cadreurs qui œuvrent sur ce Tour des Pyrénées à 5 km de l'arrivée. On a toujours quelques images d'hélicoptères pour l'instant. Mais quand on approchera de Mourinx, on perdra ces vues aériennes. Alors on en profite avec l'équipe FDJ United Suez qui mène le peloton. Léa Curigné. Dans la roue, Juliette Labousse qui se met à l'abri évidemment pour ces 4 derniers kilomètres qui, on vous l'a dit, vont être bien tortueux. Vous dites souvent Juliette Labousse, pour ceux qui ne le savent pas. Juliette Berthet. Qui est mariée, qui s'appelle Juliette Berthet, voilà, qu'on a plus souvent connue dans le vélo sous le nom de Juliette Labousse. Voilà, donc si ne soyez pas surpris si on vous dit Juliette Labousse, c'est par habitude Juliette Berthet, son nom marital. Et Marie Lenette, avec son beau maillot bleu-blanc-rouge, présente aussi dans le final. La team Cofidis est un petit peu plus éparpillée. Hein. J'ai aperçu tout à l'heure Alzini. Elle remonte sur la droite, regardez. On est en train Audrey. de remonter avec Victoire Berthaud notamment, l'ancienne championne de France, hein, qui va être sûrement le dernier poisson pilote de l'italienne. On y arrive dans 300 mètres, hein, dans ce premier rond-point. On tournera sur la gauche. Puis légère remontée dans la ville de Mourinx avant un rond-point où on tournera à droite. Et puis une redescente vers l'arrivée, une arrivée très très rapide.
Mayen Mombala Maipai qui remonte à gauche Sur avec la gauche. Justine Jégu. 4 km de l'arrivée. La Hourcade pour le peloton du Tour des Pyrénées. Pour cette première étape qui va s'imposer sous le regard des vaches. Ce peloton qui passe rapidement et on s'accroche aussi derrière pour garder le bon wagon. Toujours FDJ United Suez en tête. UAE Team ADQ à côté. Et l'équipe Mayenne, Mombala Maipai, bien placée. Pour le moment, la team Cofidis qui reste un petit peu en retrait. Et Maconde toute seule sur la droite. Elles sont là, juste dans oui. la roue de la FDJ United Suez. Allez, on y Attention, est dans ici, ce premier virage. C'est dangereux. Ouais, va falloir faire hop, hop, hop. Eh oui, C'est quand on parti fait bien à l'extérieur, droite. Ouais, on perd du temps. Pour certaines, on va pas avoir le choix. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et la Cofidis qui était à gauche de l'écran a dû faire des efforts également. Et cette petite remontée dont je vous parlais, ce petit faux plat montant qui va peut-être permettre à certaines équipes de remonter. On s'apprête à vivre un sprint massif à l'arrivée de cette première étape à Mourinx. Oh, ça frotte, ça frotte. 3 km. Sofia Bertizolo pour FDJ United Suez fait partie des favorites au sprint avec Martina Alzindi de l'équipe Cofidis Women Team qu'on a entendu. Federica Venturelli, UAE Team ADQ, qui a pris des points déjà au sprint intermédiaire. L'équipe Minimax également qui est à gauche de la route avec 2 coureurs. Droite de la route, à gauche de votre écran exactement. Et ça retire pas mal le peloton. On en a parlé, attention de ne pas prendre de cassure dans ce final. Et c'est Marie-Lunette qui va sprinter pour la FDJ United Suez. C'est elle qui est en dernière position du train. Bertizolo que je ne vois pas, qui est un petit peu plus loin. Il me semble avoir vu un petit peu plus en retrait. Ça remonte côté Cofidis. Intrinsèquement la plus forte, Audrey, sur une arrivée comme ça, dans ce peloton. Je pense que c'est quand même Venturelli et Alzini, les deux, ouais. Pratiquement à égalité. D'ailleurs, Alzini qui vient se mettre intelligemment dans la roue de Venturelli maintenant. Mais voilà, c'est monté très fort les dernières ascensions. Est-ce qu'on a laissé un petit peu de plume pour ces deux filles qui ne sont pas de grandes grimpeuses? En tout cas, on est là, on est aux avant-postes. Les équipes sont bien placées. Ouais, Alzini dans la roue de Venturelli. Le team FDJ United Suez avec Marie-Lunette qui est juste à côté. Oui, dans les roues de Franziska Cor. 1 km 500. Elles sont entrées dans Mourinx. Elles vont rejoindre le vélodrome Eddy Merckx. On n'a pas parlé, mais également la team Oshii, Red Chili Bikes avec Maëv Plouf. L'Australienne qui a une belle pointe de vitesse, elle la pistarde, ça remonte en milieu de paquet pour cette formation. Et c'est Paola Blasi elle-même, tout comme Juliette Berthet, les deux ultra favorites du classement général qui sont maintenant aux commandes de leurs équipes. On se met à l'abri. Devant, exactement. Ouais, bien sûr, c'est. On roule et on se protège, attention. Aux écarts là, avec l'îlot central. Et on y arrive. Dans cette descente, avec cette large courbe qu'il va falloir négocier d'ici quelques hectomètres. Attention. On avertit les filles là dans les oreillettes du final, on les a prévenues déjà, on les a briefées avant. Là, on parle plus dans les parle oreillettes. Plus, c'est fini. Non, on laisse les filles se concentrer. Elles sont prévenues ou pas? Elles ont vu le final? Bien sûr. Elles connaissent. Elles connaissent, c'est obligatoire. Attention. Allez, on est dans le dernier kilomètre, toujours FDJ United Suez qui mène le peloton. Team UAE ADQ bien placé également. Allez, la Cofidis sur la gauche. Alors on cherche un dernier rond-point qui arrive, Freddy. Et ce sera une longue ligne droite vers l'arrivée, vers le vélodrome Eddy Merckx. À 500 mètres. Ça crie beaucoup. Ça va vite, attention. Ce rond-point, vous en parliez, Audrey. Il est là. Venturelli, extrêmement bien placé. Et voilà, l'emballage final avec l'équipe. Venturelli qui déboîte à gauche. FDJ United Suez avec Cor
qui sprint. Oh, attention, Alzini qui arrive maintenant à gauche. Marie Lenette. Alzini. C'est Alzini qui s'impose. Devant Venturelli et Marie Lenette. Et Marie Lenette, troisième. Vous aviez tout vu, Audrey, en citant d'abord Marina Alzini comme favorite, avec Venturelli et Marie Lenette qui sprinteraient pour la FDJ United Suez. Bravo, bien donc une victoire italienne aujourd'hui ici à Mourinx pour cette première étape du Tour des Pyrénées. Vous l'aviez entendu en interview hier, elle s'est imposée aujourd'hui. La cycliste de l'équipe Cofidis, Martina Alzini. Félicité, vous le voyez, par Linda Sanarini, compatriote italienne, Marie Lenette, dossard 15. Ouais, sympa cette image. Et on fait le sprint entre les cyclistes. Image sympa. Et Ciao Martinez. nonna, ti voglio bene. E mamma e tutta la mia famiglia. Et voilà, elle en profite pour embrasser sa famille. Martina Alzini. Merci Régis Réveillé pour ces belles images de l'italienne qui s'impose. Martina Alzini de l'équipe Cofidis. Équipe Cofidis toujours un petit peu en retrait, bien vu, bien roulé. Et on sort au beau moment pour mettre eh bien, sa sprinteuse sur orbite, Martina Alzini, qui s'impose ici. Elle qui avait remporté une étape du Tour de Normandie en 2023. Allez, on revoit ce sprint avec Franziska Kor qui emmène Marie Lenette. Et sur la gauche, vous voyez la remontée de Federica Venturelli. Et derrière, le passage en force de Martina Alzini qui s'impose devant sa compatriote Federica Venturelli. C'est donc un doublé italien. Et la troisième place pour Marie Lenette, juste devant Franziska Kor. Kristina Bourlova qui complète le top 5. Et les félicitations de toutes les cyclistes de l'équipe Cofidis. On a vu Julie Bégaud. On voit Kristina Bourlova qui se classe donc 5e. Juste devant Sandra Alonso, Alice Coutinho prend la 7e place de la formation Mayenne Mombana Maipai. Eline Janssen, une équipe qui a beaucoup attaqué dans le final en tête de peloton. La formation Volker Wessel Cycling Team. Catalina Anaïs Soto prend la 9e place. Et Camilla Reins de la formation Minimax Cycling Team complète le top 10 de cette première étape du Tour des Pyrénées. Les voici, les Pyrénées, cette première étape et ce classement, ce top 10. Martina Alzini qui s'impose et qui va revêtir le maillot jaune de leader. Federica Venturelli va prendre, elle, le maillot vert de meilleure sprinteuse. Après les points décrochés lors des 2 sprints intermédiaires. Et les points remportés à l'arrivée de cette première étape à Mourinx. À côté du vélodrome, je le disais, Eddy Merckx. Vélodrome de Mourinx qui porte le nom du cannibale. Eddy Merckx, pourquoi? Parce qu'il s'était imposé, le Belge, en 1969 sur les routes du Tour de France entre Luchon et Mourinx, après plus de 120 km d'échappée. Maillot jaune sur le dos, il s'était imposé avec 8 minutes d'avance.
l'une des plus belles victoires du quintuple vainqueur du Tour. 34 étapes à son palmarès. Eddy Merckx, et voilà le vélodrome qui porte donc son nom ici à Mourinx. On suit Martina Alzini. Où va-t-elle? Au podium évidemment, mais également répondre aux questions d'Audrey Cordon-Rago. Bravo Audrey en tout cas pour le podium, vous aviez tout vu avec le sprint pour l'équipe FDJ United Suez de Marie Lenette. Qui prend la 3e place. Et quelques retardataires qui franchissent la ligne d'arrivée. À l'issue de cette première étape. Eh oui, vous l'aviez dit Audrey, vous lui aviez dit hier, on vous entend déjà Audrey. Ah, ah oui. Tu vas tout nous dire Martina, tu vas tout nous dire. Allez-y Audrey, sa chaîne a déraillé visiblement. C'est bon? C'est ça? Allez-y, oui. Martina, voilà, quelle joie, ça faisait longtemps que tu n'avais pas gagné. Hein? Oui, ça faisait longtemps, ça faisait un petit peu moins qu'un an. Et du coup, je suis très contente. Vraiment, après hier, avec l'équipe, on a bien étudié l'étape d'aujourd'hui. Et je te jure, c'est un jour où je me suis amusée en vélo. Et j'ai eu plein de confiance dans ma équipe. Je ne me suis jamais stressée. Même à dernier kilomètre, quand la vitesse a augmenté énormément, j'ai la totale confiance dans mon équipe. Du coup, tout ça va bien. On t'a senti, oui c'est vrai, en pleine confiance parce que tout de suite je t'ai vu dans la roue de Venturelli, tu savais quelle roue il fallait prendre aujourd'hui, tu savais comment négocier ce dernier rond-point qui était à 400 mètres, tu as déboîté au dernier moment, vraiment gestion parfaite de sprint. En fait, je pense que le point clé, c'était que oui, on a bien étudié l'arrivée et je vois qu'aujourd'hui, oui, les vents, c'est pas si fort, mais quand même dans un sprint où on y va très vite, tu sens beaucoup l'air dans le visage et j'ai essayé de me cacher un petit peu au dernier rond-point. Quand même, j'ai essayé de changer la vitesse et j'ai eu un petit saut de chaîne, tu dis ça. Et quand j'ai vu les trains des FDJ me passer, quand même, je me suis pas stressée et j'ai préféré rester là parce que je voyais que l'arrivée, oui, c'était proche, mais pas si proche de sortir si tôt. Du coup, j'ai attendu et heureusement, tout s'est passé bien. Bon, on se doute que demain, ce maillot de leader, il va être difficile à garder. Par contre, il y a un beau maillot vert à garder jusqu'à la fin. Et du coup, c'est vers ma couleur préférée. Du coup, j'espère de les garder. Bonne chance, profite bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey pour cette première impression de la lauréate de la première étape du Tour des Pyrénées, Martina Alzini, l'italienne qui parle très très bien français. Allez, on va enchaîner Audrey avec une autre réaction, celle qui nous a fait vibrer cet après-midi sur les routes du Tour des Pyrénées. Oui, avec Eliška qui a mené cette course pendant un très long moment. Je vais lui poser les questions en anglais puis je les traduirai, vous inquiétez pas Freddy. Eliška, it was a hard day, it was a long day for you in the front. C'était un jour très difficile pour toi et très long à l'avant aujourd'hui. Yeah, it was a very hard day, and I think it's really emotional for me because we, as a team, we have only 2 years of working behind us, and we received invite for this race, I think 2 weeks ago. So we have no time for maybe mountain preparation or something like this, and I think this is very big day for us as a team. C'est vraiment un jour spécial et elle est émue parce qu'en effet, on a reçu, elle dit qu'elles ont reçu cette invitation à venir sur le Tour des Pyrénées assez tardivement, donc il n'y a pas eu de préparation spécifique et malgré ça, elles sont là et elles ont envie de bien faire sur ce Tour des Pyrénées. Tomorrow you're gonna wear many jerseys because you are the most combative. You are also the blue jersey from the kilometer 64. Wow, for the team it's very nice, right? Vous allez demain courir avec le maillot de meilleure combative, avec le maillot bleu du kilomètre 64. C'est vraiment sympa pour votre équipe.
It's a really big surprise for me because when we arrived to this race, we didn't think about any jersey. We went this just for maybe some how to say this. I think for now I have no words, but I think we didn't think about any jersey, and I'm really surprised that I will wear it for tomorrow. But of course, tomorrow it will be real hard because of Tourmalet, and I'm not a climber, so well, we will see. Ouais, on est venu ici. C'est vraiment une bonne surprise pour moi de porter ces différents maillots demain. On est venu ici sans attente particulière, donc c'est vraiment super de pouvoir prendre le départ demain avec ces distinctions. Évidemment, je ne suis pas une grimpeuse, mais voilà, on va faire au mieux dans le Tourmalet. I can just tell you to enjoy this podium and to enjoy with the team tonight with a little drink or something to celebrate. Je peux juste te demander de profiter de ces résultats ce soir, d'en profiter avec l'équipe et de boire un petit apéritif, un petit coup tous ensemble. Well, for now I'm really tired, and I'm looking forward to rest a bit, and of course we will celebrate this because as a team we were for almost 1 hour in the television, so with our main sponsor, this is incredible, and I'm really happy for this. And I have to thank you to all the staff, mechanics, masters, our general manager Jakub Lorenz, our director sportif Vojta Řepa, and our second director sportif Tomáš Konečný. So thank you guys. Elle remercie tout son staff, vraiment tout le monde, et elle nous dit que pour le moment elle a vraiment envie de se reposer, ça va être ça le plus important, mais qu'en effet elles vont célébrer tous ensemble avec le staff ce soir. Kova, Eliška Benčíková. Félicitations et merci Audrey pour ces interviews. Elisabeth Cheval est avec nous. Regardez, elle me rejoint. Elisabeth, directrice de l'épreuve. Approchez. Elisabeth, voilà, on a assisté à une belle course, une échappée avec la plus combative du jour. Et puis ce peloton qui est revenu se jouer la victoire. Comment vous avez vécu, vous, de l'intérieur, cette première étape ? Franchement, elles ont fait un magnifique spectacle. La météo était en plus au rendez-vous, mais franchement, Eliška, elle a montré du tempérament. Elle n'a rien lâché, elle s'est battue jusqu'au bout. Bon, ça sera la plus combative du jour, franchement, sans problème. Et puis derrière, ça a mis en route. Je pensais qu'ils allaient mettre en route même un peu plus tôt, parce que je me dis 3 minutes, elle va peut-être aller jusqu'au bout. Non. Et puis il y a quand même des grosses équipes derrière qui ont joué le jeu. Et Volker Wessel qui a montré aussi beaucoup d'attaques à l'arrière. Donc en tout cas, elles sont en bonne forme. Et puis je suis très contente, quelque part, de voir une équipe française gagner au Cofidis. Donc ça va leur donner confiance pour la suite, parce que je ne sais pas si c'est pas la première course de l'année pour eux. Donc vraiment ravie que, je crois que c'est Marina qui a gagné. Donc bravo à toutes les filles, elles ont fait du beau spectacle pour aujourd'hui, sous un magnifique soleil. Exactement, et parlez-nous de l'étape de demain avec le fameux Tourmalet. On n'a pas une arrivée au sommet, on l'a bien précisé, ce sera après la descente, mais voilà, c'est un ogre ce Tourmalet. Oui, ça va être une étape, l'étape reine, l'étape la plus difficile, avec la descente déjà depuis Arens-Marsous pour rejoindre la vallée d'Argelès-Gazost, la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves, et puis après, avant de remonter, le Tourmalet qu'elles vont gravir pour la première fois sur le Tour féminin des Pyrénées, le CIC Tour féminin des Pyrénées, et puis pour la première fois depuis la première édition, ça sera une première, elles vont descendre le col, un col. Voilà. Et ce ne sera pas l'arrivée là-haut cette année. Ce ne sera pas l'arrivée au sommet, donc il faudra montrer aussi des talents de descendeuses que jusqu'à présent on n'avait pas vu avant de rejoindre Bagnères de Bigorre. Donc en tout cas, je pense qu'il va y avoir du beau spectacle. On a des filles en forme. C'est sûr, qui va remporter cette étape, le mystère. Donc, en tout cas... Vous avez des favorites, il y a Paola Blasi qui est là, ça doit vous faire plaisir en tant qu'organisatrice d'avoir celle qui a remporté le Tour d'Espagne. Ouais, je suis vraiment ravie parce que j'y croyais pas jusqu'au dernier moment, et quand elle a vraiment, j'avais peur, j'appelais toujours la responsable qui s'occupait des engagements, et puis je lui disais, elle est toujours là, Paola, elle est toujours là. Elle me dit oui, ne stresse pas, tout va bien. Non, je suis vraiment ravie qu'elle soit là. C'est en tout cas une belle satisfaction. Ça veut dire qu'en plus l'année dernière, parce qu'elle avait fini 5e et première des jeunes, donc elle a apprécié cette épreuve. Je suis vraiment ravie, je l'ai remerciée. Et puis derrière il y a Juliette aussi qui est là, Juliette
Berthet, c'est la première fois qu'elle vient sur l'épreuve. Je l'ai remerciée parce qu'elle m'a confirmé, elle, il y a un mois de ça, qu'elle serait là. Et puis bon, derrière, Usua qui va pas se laisser faire, Usua Stolazza qui va pas se laisser faire. Et puis Dominika Vlodarczyk aussi, il faudra s'en méfier. Donc, puis il y a des outsiders derrière que peut-être... Peut-être des surprises, oui. Exactement. Donc en tout cas, je suis ravie je suis impatiente de voir cette deuxième étape. Une belle bataille en perspective et puis on n'oublie pas dimanche. Je pense qu'il y aura aussi du spectacle dimanche avec 8 meilleurs grimpeurs au programme. Merci beaucoup Elisabeth. On vous laisse rejoindre le protocole. Nous on se retrouve avec Audrey. Voilà l'issue de cette première étape. On l'avait dit, des puncheuses pourraient sortir. On a vu une arrivée au sprint finalement avec une victoire italienne. Belle première étape pour entamer ce Tour des Pyrénées. C'est régalé, c'est vrai qu'on a eu une très belle finale avec une finale pas facile à gérer. Un petit problème de micro, c'est bon, vous m'entendez? Oui, donc je disais, un final vraiment intéressant avec les sprinteuses que l'on attendait, une victoire d'une équipe française, donc nous on est ravis, hein, on n'est pas chauvin pour un sou, et puis demain une belle étape qui se profile, on a hâte de voir ces filles grimper cet ogre, je crois que le mot ogre que tu as utilisé tout à l'heure Freddy, c'est vraiment le beau mot, et puis voilà, on attend encore beaucoup de suspense les prochains jours. Et ben on se donne rendez-vous demain, Audrey Cordon, vers 13h à Reims, Marsousse, Bagnères de Bigorre. Ce sera cette deuxième étape du Tour des Pyrénées. On compte sur vous. Et puis on se retrouve dès ce soir, 20h20 pour du basket. La finale d'élite 2, c'est le match aller entre Pau et Poitiers à suivre en direct sur Noah. Plusieurs rendez-vous sportifs. Pour le vélo, c'est demain à partir de 13h. Excellente fin d'après-midi à tous. C'est pas si difficile. C'était le cyclisme avec Total Énergie.